Merci beaucoup. Alors, on va reprendre, si vous voulez bien, avec Yannick Huet qui est à mes côtés, qui va animer la suite de la matinée. Yannick, vous êtes le chef du service innovation, projet et programme à la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire. Je vous laisse la main donc, pour toute cette matinée et moi, je vous retrouve cet après-midi. Est-ce que vous voulez bien accueillir M. Huet avec quelques applaudissements, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Alors j'ai particulièrement plaisir à préparer et à animer cette table ronde en tant qu'ancien élève de cette grande maison, en tant aussi que salarié représentant de la Chambre régionale d'agriculture qui est actrice de la chaire de mutation agricole et à ce titre participe à l'organisation de cet événement qui est devenu incontournable. Et puis aussi, plaisir d'avoir fait connaissance de nos intervenants, que vous apprécierez autant que moi. Je n'en doute pas. Voilà. Quelques mots d'introduction. Une dynamique nouvelle a été engagée à la fin du XXe siècle, celle du numérique. Avec la révolution numérique, on fait référence à l'ensemble des nouveautés liées à l'informatique, l'Internet et la robotique. La combinaison de ces avancées technologiques ouvre une nouvelle ère de l'automatisation au-delà de la mécanique, avec les algorithmes, les calculs et une forme d'intelligence. L'automatisation dépasse désormais le simple secteur des travaux manuels. Même les emplois dits intellectuels sont peu à peu impactés. Il est actuellement encore difficile de mesurer l'impact de cette révolution numérique, car régulièrement, les innovations dépassent régulièrement nos propres projections. Et puis, nous le verrons au travers des interventions, les études et les débats sur les conséquences sur les métiers et plus globalement sur le travail sont assez controversés. Nous avons depuis longtemps muté d'une société agricole et manuelle à une société de services. Le nombre d'actifs agricoles a fortement réduit avec la mécanisation. L'agriculture, elle, connaît aussi sa révolution numérique. Matériel et bâtiments bardés de capteurs de données, couplés de plus en plus à des logiciels d'aide à la décision, intégrant des logarithmes prédictifs. Les animaux aussi deviennent connectés. Les robots et cobots apparaissent dans les élevages, autant dans les élevages que les cultures. Quelques chiffres, presque 50% des agriculteurs en 2013, c'était un autre temps, étaient déjà équipés de GPS. Smartphones et tablettes sont devenus le prolongement de la main de nos agriculteurs et de leur cerveau, sans doute aussi un peu. La profession d'agriculteur est des plus connectés. Autour de 80% des agriculteurs utilisent Internet et c'est plus que la moyenne française. Ils consultent la météo sur Internet, déclarent leur PAC en ligne. Parmi les exploitants qui sont connectés, environ la moitié ont un smartphone. Et lorsqu'ils sont équipés de smartphones, 70% installent des applications agricoles, 2 à 3 en moyenne. Alors, les questions que nous allons nous poser au cours de cette table ronde, elles sont nombreuses. Comment la digitalisation transforme l'exercice du métier d'agriculteur, percute ou non leur savoir, savoir-faire et pratique? Comment chaque agriculteur, avec ses productions, ses compétences, ses expériences, sa sensibilité, s'approprie les outils numériques? Comment évolue son travail dans sa nature, dans son organisation? Dans quelle mesure la numérisation, l'automatisation modifie la charge du travail physique et mentale? Comment cela transforme les besoins et attentes des agriculteurs, leurs relations vis-à-vis de leur environnement professionnel, les conseillers agricoles, technico-commerciaux notamment? Comment tout cela impacte l'identité professionnelle chez les agriculteurs et leurs salariés, et aussi l'image du métier chez les jeunes? Et ces évolutions du travail s'inscrivent-elles aussi en agriculture dans une interrogation plus large sur la fin du travail et l'évolution de la société? Tout un programme. Et pour répondre à ces questions, sinon nous éclairer, nous allons procéder en 3 temps. Tout d'abord, 2 interventions liminaires de Philippe Retière, qui est maraîcher et président de la Fédération des maraîchers nantais et que je laisserai se présenter. Et ensuite, Vincent Guérin, qui est docteur en histoire contemporaine. Suite à quoi nous rejoindrons Nathalie Ostiou, chercheuse à l'INRA, à l'UMR Territoire, et Freddy Baudin, directeur de la Fédération régionale des entrepreneurs des territoires Pays de la Loire, pour un temps d'échange en table ronde, puis un temps d'échange avec vous. Donc sans attendre, j'invite Philippe Retière
à passer en tribune et à nous expliquer déjà qui il est, d'où il vient, que représente sa filière, en quelques mots, et la Fédération des maraîchers nantais, mais aussi en quoi son métier de maraîcher, sa profession, sa filière est traversée par le numérique aujourd'hui. Merci. Bonjour, merci. Oui, on m'a demandé d'intervenir sur la place du numérique dans le maraîchage nantais. Ça me fait bizarre d'être sollicité sur cette question-là, parce que moi, ça fait plus de 35 ans que les données circulent, que ça passe dans tous les sens, que les évolutions technologiques avancent. Mais je trouve que c'est vrai qu'on est dans une période forte de mutation. Alors, le maraîchage nantais, moi, je suis donc producteur de tomates sous serre. Je vous expliquerai un petit peu ce qui est le développement du numérique chez nous. Plus globalement, le maraîchage nantais, ce sont d'abord des hommes. Il y a à peu près 4000 emplois directs sur le secteur, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 entreprises, des produits leaders sur le marché national et européen, donc avec du concombre pour 25 000 tonnes, du poireau pour 20 000 tonnes, de la mâche, forcément, qui est la production emblématique du secteur des Pays de la Loire pour 35 000 tonnes, mais également du radis pour 30 millions de bottes de radis, donc vous imaginez par français ce que ça fait, et puis 50 000 tonnes qui nous placent dans le rang de tête de la production de tomates en France, avec des marchés ouverts notamment sur tout le territoire français, mais aussi Espagne, Italie, Allemagne, un peu moins l'Angleterre parce que c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et puis une production plus emblématique que celle du muguet, puisque 90% du muguet est fait à Nantes, et donc environ 60 millions de brins. Et là, on peut dire qu'on est leader intersidéral, parce que comme c'est assez français, on est assez fiers de nous. Les évolutions passées récentes du métier de maraîcher, le numérique, c'est pas une nouveauté, hein. Donc, largement présent, quasi devenu invisible, puisque c'est notre quotidien, le quotidien étant celui de notre smartphone, et on oublie qu'il a été créé par le numérique et qu'il est encore numérique, qui vit avec nous, parfois peut-être même un peu trop, mais ça a commencé comme ça. Donc il y a 25-30 ans, on était déjà sur les machines en imagerie et calibrage, par exemple du muguet, donc la détection, les outils de détection et puis les outils de pilotage pour le tri. Ce sont des programmes, à l'époque, qui étaient impossibles à réaliser à l'échelle d'une entreprise, et ce sont les producteurs de muguet eux-mêmes qui ont investi dans la recherche et le développement pour ce type de machines. Les innovations historiques et celles qui perdurent et celles qui, aujourd'hui, vont en développement par des mutations sont celles du contrôle de l'humidité du sol, les sondes capacitives. Donc une sonde capacitive, tout le monde voit bien à peu près à quoi ça peut ressembler. Le plus difficile, c'est l'appropriation des données, les engranger, avoir des outils d'aide à la décision. Et aujourd'hui, on a des programmes sur des sondes capacitives qui regroupent à distance l'ensemble des données pour pouvoir faire de meilleurs pilotages, mais aussi l'échange entre les producteurs. Donc les logiciels de pilotage qui vont avec, forcément, et puis demain les automatismes pour piloter les irrigations. Et toute la stratégie intermédiaire, c'est de savoir quelle est la place de l'humain dans tout ça. Ça a été évoqué dans les interventions précédentes. Le pilotage du climat sous serre. Bon, je pense qu'ici, même les étudiants de l'ESA connaissent bien ça, puisqu'on en accueille quand même beaucoup. Notamment les outils de mesure. Alors, on distingue bien dans le numérique, nous, ce qui est du ressort du capteur, ensuite de la récupération de la donnée, du traitement de ces données, mais aussi son utilisation, c'est-à-dire comment on l'intègre dans nos outils de pilotage derrière pour pouvoir faire un élément décisionnel, mais voire même un élément de pilotage. Donc il y a plusieurs strates au numérique, et on s'aperçoit que les outils de pilotage passent par des phases assez longues, de 4 à 5 ans, seulement sur des outils d'observation et d'aide à la décision avant des outils de pilotage. Parce que parfois, il y a même des retours en arrière technologiques. Donc, des balances, des pesons, des caméras, des capteurs d'humidité, tout ça intégré dans des modèles un peu intelligents qui nous permettent d'aller jusqu'à la définition de la croissance de la plante,
voire même le taux de matière sèche créé par jour, avec des outils de pilotage climat, chauffage, aération, irrigation, enfin tout ce que vous pouvez imaginer pour le confort de la plante. Il nous manque quand même quelques pistes sur un certain nombre de capteurs. Alors on a bien sûr les infrarouges, le visuel, le numérique, bien sûr, en termes de technologie. Mais il manque l'olfactif, notamment, qui est aujourd'hui peut-être une piste de demain en ce qui nous concerne sur la question des pathogènes. Comment on peut regarder encore le numérique chez nous? Bien sûr, l'imagerie, beaucoup dans le conditionnement, avec des systèmes de tri automatique par vision. La traçabilité des pratiques également. Conditions d'intervention, suivi des temps de travaux. Aujourd'hui, on arrive sur une surface donnée, à savoir qui intervient, pourquoi il intervient, signalement d'un défaut en direct, et possibilité d'intervention. Alors quand on parle de la réduction des produits phytosanitaires, c'est forcément pour nous un des plus gros enjeux de demain. C'est la détection, la frappe chirurgicale en moyens naturels ou chimiques, mais à minima, réduction des intrants avec un objectif quasi zéro résidu, zéro phyto. Il y a déjà des démarches qualité qui sont engagées dans ce sens-là, qu'elles soient bio ou conventionnelles, avec zéro résidu. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est même paru dans la presse. Donc on a quelques, aujourd'hui, organisations de producteurs déjà engagées. La profession s'est bien sûr organisée pour pouvoir réaliser tout ça. Donc on a une ferme expérimentale pour les maraîchers nantais à Pont-Saint-Martin, où la place du numérique dans les travaux de R&D, je l'ai cité tout à l'heure pour les sondes capacitives avec rapatriement des données, retour aux producteurs d'informations de pilotage, en attendant les logiciels de gestion. On a également un phytotron donc, qui nous permet de pouvoir reproduire à vitesse grand V toutes les conditions culturales pour quasiment toutes les cultures. Faire la nuit pendant le jour pendant la nuit, l'hiver, l'été et l'hiver. Enfin, je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire avec un phytotron. Et puis également donc, la gestion à distance des outils de pilotage. Demain, on a aussi une ouverture sur laquelle on travaille avec VGPolis pour l'agriculture urbaine, pour vérifier qu'on puisse, et là ça s'adresse plutôt aux jeunes générations, de créer des démonstrateurs de technicité très avancés et du savoir-faire des maraîchers. On a aujourd'hui un constat un peu malheureux sur la déconnexion entre le milieu urbain qui abrite quand même 80% de la population aujourd'hui et le milieu rural où on serait resté sur une vision parfois un peu passéiste de nos métiers qui serait peu adaptée aux nouvelles technologies. Donc on a ce regard-là très précisément sur l'agriculture urbaine et uniquement sur ce champ-là pour essayer d'indiquer aussi aux jeunes générations la haute technicité qu'on peut avoir dans nos métiers. Je suppose qu'on en reparlera plus tard. Voilà. Des innovations attendues, oui, bien sûr, parce qu'on cherche à se rapprocher, enfin on se rapproche et on est déjà très proche de certains, sur la question de la robotique et aussi sur la cobotique. La cobotique, chez nous, c'est des problèmes notamment sur la logistique. Malgré tout, la grande distribution nous demande de faire des efforts conséquents sur tout ce qui va être palettisation. Et si on est bien équipé de robots de palettisation chez nous, il reste des étapes forcément assez pénibles, assez contraignantes, où on va chercher la cobotique pour nous aider. Pas chercher le 100% résultat. Alors c'est peut-être dans les autres ateliers ou dans les innovations des start-upers qu'il faut peut-être aller chercher, où on a tendance à penser que le numérique et la robotique et la cobotique vont nous apporter 100% de résultats. Or, nous, on cherche plutôt le 80%. S'il reste que 20% à faire, ce sera déjà pas mal. Ça nous amènera vers le 100% plus tard. Alors forcément, oui, robotique, cobotique. Pour récolte aussi, on a des productions type radis, par exemple, où on a eu des machines-outils de récolte, de bottelage de radis, qui aujourd'hui sont des matériels qui étaient plutôt aux alentours de 100-150 000 euros. Je pense que sur la région nantaise, il y en a au moins une quinzaine qui sont dans les hangars à ne rien faire. Parce qu'on a cru à des miracles, la machine fonctionne bien,
On fait des belles bottes, mais les bottes n'étaient pas conformes à un marché tel que le marché nous le demandait. Et l'évolution technologique faisant, à ce jour, ce sont des opérations purement manuelles. Peut-être que dans 10 ans, on retrouvera de la robotique sur ce type d'opération, mais aujourd'hui, on a plutôt fait une machine arrière, c'est le mot qu'il faut utiliser, où la technologie très avancée a terminé finalement un peu au placard. Voilà. Mais ce n'est que partie remise, bien sûr. On fait appel aussi au numérique sur la qualité et la traçabilité. Il faut savoir que plus de 80% des producteurs relèvent de certifications de type Global Gap, IFS. Et l'apport du numérique, c'est, bon, pour reprendre un exemple simple, mais on est déjà passé à des étapes supplémentaires, sur la partie GenCode, où aujourd'hui, on n'a plus l'interface producteur, GMS, consommateur. On passe directement de l'interface producteur-consommateur à un circuit court numérique. Voilà. Ça, c'est déjà développé depuis longtemps, où chaque consommateur, sur un emballage, peut retrouver le producteur qui l'a réalisé et dans quelles conditions. Mais également, ça ne peut s'accompagner, tout ce développement du numérique, que par la formation. Donc nous, on cherche à former les entrepreneurs et les salariés à s'approprier ces solutions pour grimper en compétences. Et la différence entre la formation et l'acquisition de compétences, elle est ici majeure. L'acquisition de compétences, c'est par petits bouts, par petits modules, en continu, s'approprier ce qui nous manque. La formation, c'est un système plus lourd, plus contraignant. On sait qu'on y va, on revient chez soi. Et après, on a un peu de mal à y retourner parce que la vie est ainsi faite dans une entreprise, c'est un peu compliqué. Donc on pense que c'est tout au long de toutes les minutes qui passent, à peu près au même rythme que ce que l'on reçoit comme information numérique, que les entrepreneurs et nos salariés, c'est un peu la direction à prendre, c'est-à-dire qu'il faut se former, non pas tout au long de sa vie comme on l'entend, mais à tout instant. Donc on crée des modules très courts, ça peut être des demi-journées, afin de réunir dans un même groupe des gens qui ont la même problématique pour pouvoir les élever en compétences. Et ça fonctionne plutôt bien. Un regard un peu particulier quand même sur le fait que la robotique, la cobotique, les outils du numérique, ça a été abordé tout à l'heure sur l'éventuelle disparition des emplois. Nous, on pense que cette montée en compétences, et là ça s'adresse bien donc aux étudiants de l'ESA, sera plus sur la question de la physiologie du végétal, en ce qui nous concerne, qu'il va falloir mettre le paquet. Parce que le numérique n'est qu'un outil, ce ne sont que des données. Par contre, la perception du végétal, ça c'est autre chose. Je pense qu'on n'a encore pas créé le capteur pour demain. En conclusion, le numérique et ses équipements de précision sont complètement intégrés chez nous. Les salariés s'en préoccupent, mais aussi les entrepreneurs et puis toute la filière. Les apports du numérique, ça facilite les tâches les plus basiques, qui peuvent être répétitives et exigeantes, donc pas forcément valorisantes. Enrichir l'information pour le pilotage des cultures. Un des grands enjeux en ce qui nous concerne sera la propriété des données que l'on choisit de mutualiser ou non. Je pense que c'est dommage que les collectivités territoriales ne soient pas là, parce que je pense que là où il faut développer des moyens, c'est sur la propriété des données. Il va falloir qu'on puisse avoir la possibilité de les conserver chez nous et de faire le choix de les mutualiser ou non. C'est un enjeu essentiel de compétitivité, je pense. La place de l'humain doit être essentielle dans le développement du numérique. Il faut pour cela garder la vélocité, la réactivité, la fluidité intellectuelle pour absorber ces mutations, tout en gardant une perception globale et transversale, d'où la nécessité de former différemment les acteurs de l'entreprise du futur. Le numérique et ses applications ne doivent pas être la source d'un repos intellectuel ou d'un appauvrissement intellectuel pour ses utilisateurs. Je crois qu'un des plus gros enjeux du numérique, on en discutera peut-être tout à l'heure, ce sera celui-là. Merci. Merci. Je vous invite à rejoindre le podium pour la table ronde. Désolé de vous imposer un demi-tour. Donc, je vais inviter maintenant Vincent Guérin, docteur en histoire contemporaine, qui va nous faire une mise en perspective, non pas une mise en abîme, mais une mise en perspective
puisque vous allez vous présenter, mais l'agriculture n'est pas du tout votre domaine de prédilection. Donc je vous passe la parole et je vous laisse annoncer. Allez, je ne m'en prive pas. Sans remettre à la machine le champ des possibles. Tout un programme. Merci. Merci beaucoup. Pour 20 minutes. 20 minutes. Merci beaucoup. Je tiens à remercier bien sûr l'ESA, la Chambre régionale d'agriculture, Pays de la Loire. Alors effectivement, mon domaine de recherche n'est pas tellement l'agriculture, mais je trouvais ça intéressant. En fait, je travaille sur les mutations technologiques en général. J'étais plutôt historien de la médecine et des sciences et techniques initialement. Et donc, je travaille sur des objets un petit peu originaux, comme le transhumanisme, mais aussi le soldat augmenté, l'anticipation du crime par les algorithmes, etc. Et donc, voilà. Donc, sans remettre aux machines le champ des possibles. Alors, nous sommes objectivement engagés dans une mutation technologique rapide, profondément transformatrice, qui va s'amplifier. Alors, quels sont les signes tangibles de cette mutation? Alors, je citerai 3 exemples devenus classiques dans le champ de... Excusez-moi, je vais essayer de... Voilà, ce sera plus facile. Donc, trois exemples qui sont devenus classiques dans le champ de l'intelligence artificielle, encore imprévisibles il y a 15 ans, qui attestent de ce changement rapide et profond qui est à l'œuvre du saut quantitatif et qualitatif. Alors, on peut citer ces 3 exemples. 2010, donc, Google annonçait donc l'avènement de la voiture autonome. Alors, en fait, c'est pas une Google Car, c'est Stanley. Stanley, c'est 2005, c'est un véhicule qui est développé par l'université de Stanford et qui préfigure justement Google Car. Donc, dans un projet d'ARPA, un projet militaire, le but, en fait, c'était de stimuler une recherche d'un véhicule qui pourrait être autonome dans le désert. Donc, ça a commencé un petit peu comme ça, c'était en 2005. 2011, donc Watson, donc en bas. Donc Watson, donc est un algorithme développé par IBM cette fois qui remporte un jeu en 2011, question-réponse très populaire aux États-Unis qui s'appelle Jeopardy et qui est l'équivalent de question pour un champion. Donc il s'agissait pour la machine de donner du sens à une question, fouiller dans sa banque de données, trouver la réponse statistiquement satisfaisante et exprimer la réponse donc, via une voie de synthèse. Donc ça, c'était en 2011. Plus récemment, 2016, ça s'est déroulé en 2 temps, 2016-2017, un algorithme nommé donc AlphaGo, développé par Google et DeepMind. En fait, Google a racheté DeepMind et donc cet algorithme a battu 2 grands joueurs de Go. Le dernier était champion du monde, il me semble, 7e dan de Go. Et donc un jeu réputé pour sa complexité. Donc ça renvoie bien sûr à 1997, un autre logiciel développé par IBM, notre algorithme, donc Deep Blue, donc, qui avait battu Kasparov en 1997. Donc là on est passé à autre chose. Alors, ce saut à la fois qualitatif, quantitatif est stimulé par le développement combiné de l'apprentissage machine learning, et l'utilisation de grandes masses de données disponibles, big data. Le fantasme est recoupé, tout semble possible. Alors, l'automatisation et l'intelligence artificielle bouleversent déjà notre quotidien, notre rapport à l'emploi, donc une activité qui nous donne un revenu, et le travail, donc en général. Alors, des emplois disparaissent, comme ceux de caissiers, caissières, de libraires, de caristes, d'opérateurs téléphoniques, de gardiens de parking, etc. Watson, on revient à lui, après une première expérience dans la médecine, est actuellement entraîné, entre guillemets, donc comme conseiller clientèle pour le Crédit Mutuel. Donc, qui, avec 24 millions de clients, doit gérer 350 000 courriers, mails par jour, soit 97 millions par an. Donc notre travail aussi est maintenant en grande partie médiatisé par les ordinateurs, par Internet, etc. Alors certains auteurs prédisent une automatisation massive de l'emploi. Alors en 2013, alors ça c'est le Crédit Mutuel. Donc avec Watson,
Alors en 2013, une étude désormais classique, enfin désormais pas du tout classique, mais désormais célèbre, donc émanant de 2 chercheurs de l'université d'Oxford, estimait que sur un panel de 702 emplois américains, 47% étaient statistiquement automatisables dans les 2 prochaines décennies. Alors, contre toute attente, les 2 auteurs, on en a parlé tout à l'heure, montraient que les tâches cognitives non routinières pourraient être automatisées comme celles d'un chauffeur routier. En avril 2016, eh bien, plus d'une douzaine de poids lourds. Je me demandais qui avait le... Voilà, plus d'une douzaine de poids lourds, donc autonomes, hein, donc comme la voiture, hein, autonomes, donc de 6 marques différentes, Volvo, DAF, Iveco, Scania, MAN, etc. Donc en convoi et interconnectés, faisant bloc, ont traversé une partie de l'Europe en partant du Danemark, de la Suède, de la Belgique, de l'Allemagne, de la Hollande, pour converger donc vers le port de Rotterdam. Sur les camions, on peut voir écrit « économiser du carburant et optimiser donc la sécurité ». Les 2 auteurs anglais, hein, dont je faisais référence tout à l'heure, auxquels je faisais référence, avancent l'idée audacieuse que l'automatisation permettrait de contourner les problèmes de concentration, le repos, plus encore qu'elle éviterait l'irrationnel et les biais cognitifs. In fine, ce qui ne fait pas plan avec la machine. Bon, on sait aussi que les machines ne sont pas exemptes de biais cognitifs. Alors, les résistances, toujours selon les auteurs, à l'automatisation généralisée, eh bien, de l'emploi tiendrait à 3 goulots d'étranglement. La perception et la manipulation, qui est encore difficile chez les machines, et qui les 2 sont associés. L'intelligence créative et l'intelligence sociale. Alors, allons-nous vers une croissance sans emploi ? Faut-il d'ores et déjà envisager un revenu spécifique pour pallier donc au chômage technologique et les inégalités sociales croissantes qui pourraient en découler? Doit-on réfléchir à un revenu de base universel indexé sur la productivité des machines? Bon, il manque la suite, mais ça va venir. Alors, le spectre, je voulais revenir à... Bon, je suis quand même historien de formation, donc ça me semblait important. Le spectre du remplacement de l'homme par les machines n'est pas nouveau. Déjà au XVIIIe siècle, avec la révolution industrielle, l'idée du remplacement de l'homme par la machine hantait les sociétés et les individus. Largement occultée, entre le XVIIIe et XIXe, la formation du capitalisme industriel s'est accompagnée d'une résistance au machinisme, bris de machine, ludisme aussi, maintenant on parle de néoludisme, du nom de Ned Ludd, qui était un personnage imaginaire. Donc dans la plupart des pays, Angleterre, France, Allemagne, États-Unis, Chine, Russie, et dans la plupart des branches, Syrie, textile, agriculture, donc il y a eu de la résistance. Et massivement suivis par les travailleurs, soutenus par la population, ces mouvements ont été réprimés par les États. Donc cette résistance opposait l'organisation traditionnelle de la production basée sur les réseaux de solidarité à la fabrique, perçue comme déstructurante pour les individus, la famille, autant sur le plan culturel que psychique. Alors, y a-t-il d'autres enquêtes disponibles? On a vu celle de 2013, qui est plutôt alarmiste. Une enquête de France Stratégie. Donc ça c'est Hans Moravec, mais on verra tout à l'heure. Donc une enquête donc, de France Stratégie, donc héritière du commissariat au plan, datée de juillet 2016, donc assez récente. Elle offre plus de nuances, à mon avis, que celle de 2013. Elle estime que l'impact de l'automatisation de l'emploi en France, cette fois, à 15%. Au motif que l'enquête anglaise raisonne, selon les auteurs, en termes de métier et non de compétences, minimisant ainsi le travail en équipe, les interactions sociales, la flexibilité des compétences que ne possèdent pas les machines. Alors cette étude présente une équation à plusieurs inconnus. Quelle sera la part de destruction et de création d'emplois? Plus intéressant, elle met en avant que l'automatisation transforme l'emploi, le rendant plus difficilement automatisable par la suite. Alors, se voulant rassurant, certains auteurs annoncent que l'apocalypse, c'était un titre du Monde il n'y a pas très longtemps, un article dans Le Monde, l'apocalypse n'aura pas lieu. Donc vous apprécierez le vocabulaire, que la singularité du sujet humain fera rempart. Alors en effet, certains auteurs estiment que le propre de l'humain va faire rempart à l'automatisation.
Plusieurs arguments ont été évoqués, et notamment le paradoxe de Hans Moravec. Donc Hans Moravec est un cybernéticien américain, et il considère que nous faisons face à un paradoxe avec les machines. Si elles sont capables de faire des choses complexes, a contrario, des choses a priori simples, comme la marche, eh bien, sont encore difficiles à exécuter par les machines. Donc 30 moteurs ne suffisent pas à compenser 600 muscles. Alors, les premiers déplacements de Zoé, donc Renault, dans les rues de Rouen au début de ce mois, sont à ce titre assez éclairants, il me semble, programmés donc, pour le risque, on nous dit, c'est un article du Monde, 0. Elle n'est pas prête à forcer le passage pour changer de fil, nous dit-on, dans une conduite urbaine où les usages informels et les échanges de regards sont au moins aussi importants que le code de la route. Donc vous voyez, ça apporte quelques nuances. Alors, plus original, certains auteurs considèrent qu'il faut se saisir de l'opportunité de cette disruption, un mot très à la mode, l'instrumentaliser pour changer de monde, radicalement. Alors, faisant référence donc à l'enquête anglaise, le philosophe Bernard Stiegler, par exemple, dans un ouvrage intitulé « L'emploi est mort, vive le travail », c'est de 2015, voit dans l'automatisation l'opportunité de réinventer le travail. Donc l'automatisation est selon lui un pharmacon, c'est-à-dire un poison et un remède. Elle réduit tout en offrant de nouveaux possibles. Donc la fin de l'emploi, eh bien, qui est automatisable, eh bien, est l'occasion, selon lui, de réinventer le travail, c'est-à-dire une activité qui élève, qui émancipe, qui singularise. Alors, que nous montrent toutes ces contradictions? Eh bien, elles montrent que nous sommes face à l'inédit, face à la complexité, et pour le dire simplement, à l'inconnu. Avons-nous déjà les catégories de pensée pour saisir ce qui se présente à nous? Ces contradictions, toutes relatives aussi, rendent aussi visible ça c'est difficile à dire, moi j'y arriverai pas. Merci beaucoup. Donc, apparente de ce processus d'automatisation qui semble répondre à la compétitivité, être rentable, tout en minimisant l'impact environnemental et énergétique. Donc, n'est-ce pas une façon de continuer dans le même sens, tout en limitant les dégâts sur ce plan-là? L'automatisation est en effet perçue comme la solution économique aux enjeux cruciaux de notre temps, à savoir la nécessité de relocaliser la production, d'être plus compétitif, tout en optimisant la consommation des matières premières, être respectueux de l'environnement, être moins énergivore, etc. L'industrie 4.0, on peut parler d'agriculture 4.0, j'ai vu qui a germé en Allemagne, aux États-Unis, en France et ailleurs, s'enracine dans la crise économique de 2008. Quel que soit son nom, donc, et la page, industrie du futur ou manufacturing renaissance, vous voyez, aux États-Unis, c'est très clair. Elle consiste explicitement à faire émerger donc, une quatrième révolution industrielle, via des incitations fiscales aussi, via une réorganisation des moyens de production par les technologies numériques, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, les capteurs intelligents, Internet des objets, les données massives, big data, la réalité virtuelle, les robots collaboratifs et l'impression 3D. Est-ce une illusion? Un nouveau mythe moderne qui semble, comme semblent le croire certains, une construction à l'image du concept de progrès dont nous dégrisons progressivement, un mythe rationnel qui masque le champ des possibles, un mythe autoréalisateur qui fait advenir. Ces contradictions montrent aussi l'urgence d'anticiper cette automatisation, l'impérative nécessité d'une technocritique afin de s'approprier son développement, qu'elle ne soit pas donc un asservissement, mais un outil de libération. Y a-t-il un coût humain à payer? Est-il déjà perceptible? L'automatisation offre des bénéfices indéniables, comme par exemple, on les a cités tout à l'heure, la réduction de la pénibilité physique et cognitive par la robotique collaborative qui vise à automatiser une partie des tâches de l'homme en le couplant donc avec la machine. Elle permet aussi de libérer du temps, l'esprit aussi, en prenant les tâches les plus rébarbatives, générant un travail plus stimulant. L'automatisation donne aussi une vision à la fois globale et fine et en temps réel qui permet d'optimiser donc l'outil de production. En contrepoint, on peut aussi imaginer un travail vidé de sa substance, réduit à de la maintenance et du monitoring,
derrière un écran de contrôle, une surveillance accrue de l'activité salariée, donnant corps au fantasme de la société de contrôle. Les flux de données, le flux continu des données, la fétichisation au sens d'un savoir quasi magique, l'hypertransparence aussi de l'outil de production peut aussi contribuer à une intensification du temps de travail, accentuer la porosité entre la vie privée et la vie professionnelle, générer du stress, perdre pied. Une cyber-vulnérabilité due à une profusion de données rendues disponibles qui peuvent être captées, aussi détournées à des fins mercantiles, voire criminelles. Un outil qui échappe aussi à son propriétaire, devenu simple utilisateur, on en parlait tout à l'heure, donc comme ces agriculteurs américains amenés à hacker leurs tracteurs pour les réparer. Comment garder le contrôle? La médiatisation de la réalité par la machine doit s'accompagner d'une vigilance accrue au risque d'une opacité de l'information. On appelle ça les black box, en générant donc une aliénation ou une perte de savoir et de savoir-faire, comme cela est déjà perceptible dans l'aéronautique. On le voyait, je vous renvoie à Clint Eastwood, un Sully qui montre justement le rapport des algorithmes, les pilotes, etc. Et The Glass Cage aussi, un livre qui a été publié il n'y a pas très longtemps par Nicolas Carr, donc, mais je crois qu'il n'a pas été traduit. Donc l'automatisation, en se substituant aux pilotes, les prive d'une expérience née d'un contact direct et durable avec la machine. En étant plus proche du réel, au plus proche du réel, paradoxalement, on peut être coupé de la réalité. Pire encore, fabriquer des machines qui n'intègrent pas l'humain, étant jugées comme inefficaces, non rationnelles, sujets à des biais cognitifs, peut conduire à une autoréalisation qui conduira à expulser l'humain. J'ose pas dire de l'équation. Jusqu'où s'en remettre aux machines, être dépendant d'elles? Y a-t-il une ligne rouge? Donc au final, la question essentielle est de savoir quels bénéfices nous souhaitons faire voir advenir. Si la digitalisation nous donne individuellement et collectivement un pouvoir d'agir inédit, qu'allons-nous en faire? Merci de votre attention. Merci. Je vous invite à rejoindre une place ici. Nous sommes face à l'inconnu, asservissement ou outil de libération, jusqu'où s'en remettre à la machine. On va revenir un petit peu à notre quotidien. Je vais appeler Freddy Bodin et Nathalie Ostiou qui vont illustrer ce que nous vivons et aussi s'exprimer sur ce que nous voulons. Parce que je pense que la question est à double facette. Donc Freddy Bodin, pour commencer, directeur de la Fédération régionale des entrepreneurs des territoires des Pays de la Loire, et Nathalie Ostiou, chercheuse à l'INRA, à l'UMR Territoire. Bienvenue. Freddy, pour commencer, je vais vous passer la parole pour vous présenter en quelques mots, dire qu'est-ce que sont les entrepreneurs des territoires et aussi c'est quoi leur réalité, leur pratique actuelle du numérique, leur quotidien aujourd'hui. Ok, donc très bien. Donc bonjour à tous. Donc Freddy Bodin, je suis le directeur de la Fédération régionale entrepreneurs des territoires. Donc c'est le syndicat des entreprises de travaux agricoles. Donc je tiens à excuser ma présidente qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Et c'est vrai que ça aurait été peut-être bien d'avoir un professionnel, mais on a une période où avoir un professionnel des ETA, c'est très compliqué. Oui. Voilà, et le bureau EDT Pays de la Loire m'a mandaté justement pour venir vous parler ce matin donc, des mutations technologiques. Donc, au niveau, pour vous donner quelques chiffres, donc, en Pays de la Loire, c'est 1000 entreprises de travaux agricoles qui existent. Ça représente à peu près 4800 emplois. Et on a à la fois 5 secteurs d'activité, donc les travaux agricoles, les travaux forestiers, les travaux ruraux, les prestataires de services avicoles et les travaux viticoles. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'investissement aujourd'hui? C'est 250 millions de chiffre d'affaires et avec un investissement de 70 millions d'euros tous les ans. Donc les entrepreneurs sont des gros consommateurs donc, de machines avec des investissements importants. Tous les ans, je réalise à peu près entre 50 et 80 visites d'ETA.
justement pour rencontrer les entrepreneurs, leurs salariés, écouter leurs besoins et surtout voir l'évolution des entreprises pour qu'aussi que le syndicat puisse aussi évoluer et adapter tout ce qu'on peut faire par rapport aux évolutions. Alors justement, avec ces investissements et vos visites, qu'est-ce que vous constatez en termes d'évolution dans la place prise par l'informatique, la robotique, l'automatisation chez nos entrepreneurs de travaux agricoles? Alors aujourd'hui, il y a de l'évolution, mais il y a eu beaucoup d'évolution. Donc j'ai demandé à la technique de mettre la première diapo. Je ne sais pas si on les voit. Voilà. Donc vous avez à l'écran différentes petites illustrations. En haut, vous avez ce qu'on appelle un Farmal. Donc c'était ce qu'on retrouvait après-guerre. Voilà. Tout bon collectionneur aujourd'hui de vieux tracteurs. Voilà ce petit tracteur Farmal. Après, je vous ai mis un Casillage 633. Alors pourquoi? C'est le premier tracteur que j'ai conduit quand j'avais 10 ans. Ah, voilà. Moi aussi. Parce que j'ai grandi dans une ferme, donc avec des parents agriculteurs qui faisaient donc 2 poulaillers hors sol, donc en 2000 m² et 35 hectares de culture céréalière. Après, la photo que vous avez sur le côté, c'est une photo que j'ai prise au congrès d'Agen l'an dernier. Tout simplement, c'est ce qui sépare le petit tracteur du gros derrière, 2 générations d'entrepreneurs. Donc le fils qui utilise celui de derrière et son grand-père, c'est ce qu'il utilisait. Donc vous voyez en termes de gabarit, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Et aujourd'hui, du casillage comme ça à chenilles, c'est des tracteurs qu'on retrouve dans les entreprises de travaux agricoles. Et l'autre que vous avez en bas, alors c'est pas une tondeuse, hein, ça pourrait ressembler aux tondeuses qu'on peut avoir chez nous dans nos jardins, qui tondent la pelouse automatiquement. C'est ce qui a été présenté au dernier CIMA. Donc c'est un tracteur autonome, donc un robot. Il y en a deux marques qui ont présenté ces tracteurs. Donc il y a le CAZ qui lui n'a pas de cabine et vous avez le New Holland qui lui a une cabine. Et on attend probablement le mois prochain, donc en novembre, vous avez un grand salon qui s'appelle Agritechnica en Allemagne, à Hanovre, et probablement que d'autres marques vont en profiter justement pour sortir ces nouvelles générations de tracteurs. Je vous rassure, à ma connaissance, il n'y en a aucun qui tourne en France. Des cas comme ça, on peut voir des vidéos qui tournent dans des grandes fermes, notamment aux États-Unis. Donc c'est vrai que l'évolution, on est parti après-guerre de tracteurs qui n'étaient pas confortables. On a rajouté un certain nombre de conforts, de la cabine, du 4 roues motrices. On a mis des clims, du guidage, et on en arrive aujourd'hui au système de tracteurs complètement autonomes. Alors, pour une petite anecdote, on pourrait dire que ça ne viendra jamais chez nous. Je me souviens de mon père, il y a quelques années, il y a 30, 35 ans, qui revenait d'un salon de l'agriculture et qui me disait « Ah, j'ai vu une charrue 4 corps. Et chez nous, on est encore au bisoc. Jamais on verra ça chez nous. » Aujourd'hui, dans le monde agricole, qu'est-ce qu'on voit le plus couramment? 6, 7, 8 corps. Et on peut faire le même échange avec les remorques. À l'époque, on était sur du 6 tonnes. Au salon, il avait vu des 12 tonnes. Mais jamais on aura ça dans nos campagnes. Aujourd'hui, on est plutôt sur la norme des 20 tonnes. Donc vous voyez que toutes les technologies, ça évolue énormément. Pour prendre quelques exemples, vraiment aujourd'hui d'évolution technologique, je vais vous demander de mettre la diapo suivante. Bon, je ne vais pas vous citer tout ce qui existe, mais je vais prendre quelques exemples pour que ce soit parlant, pour vous montrer que les évolutions technologiques font évoluer drôlement les pratiques dans le monde agricole. Je vais prendre comme premier exemple l'analyseur de lisier. Aujourd'hui, vous pouvez mettre à l'arrière d'une tonne un capteur qui va permettre d'analyser le lisier en continu et de moduler la dose en fonction de la qualité du lisier. Donc ça change complètement les pratiques où aujourd'hui on était plutôt sur à mettre des mètres cubes. Voilà, on mettait des mètres cubes à l'hectare. Aujourd'hui, on rentre dans une phase où on est capable de dire ben voilà, on va apporter des unités fertilisantes. Et on va passer d'une philosophie où on disait ben voilà, le lisier c'est un déchet, il faut trouver une solution, à une solution où on apporte des unités fertilisantes, donc on fait des économies, notamment au niveau des engrais. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et on a pu parler avec notamment plus les éleveurs de canards à une journée technique qu'on a organisée il y a un mois sur l'enfouissement des lisiers de canards en partenariat avec la Chambre
régional d'agriculture et le CRAVI. Deuxième exemple que je souhaitais prendre, c'est tout ce qui concerne les capteurs and sensors et les systèmes RTK. Donc les systèmes RTK qui vont permettre d'avoir une précision au centimètre près, entre 1 et 3 cm, on va dire. Et le capteur and sensor qui, aujourd'hui, avec un système, on va analyser la couleur de la plante et on va être capable de moduler la dose d'engrais et de mettre exactement ce qu'il y a besoin. Donc quelques chiffres en termes d'économie pour les agriculteurs. Lorsqu'on utilise ces systèmes-là, on peut gagner entre 4 et 5 quintaux de l'hectare et on a à peu près 10% d'économie d'engrais. C'est des solutions qui sont proposées par les entrepreneurs aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, pratiquement tous les entrepreneurs sont équipés de capteurs RTK and Sensor. Les analyseurs de lisier, eux, pour le moment, c'est quelque chose de... Voilà, ils ne sont pas tous équipés, ils fonctionnent, mais il y a besoin de faire une petite évolution technologique au niveau des constructeurs. Une question que je me posais en vous écoutant, c'est devenu des équipements de base pour un entrepreneur ou c'est un plus avec une facture différenciée au producteur qui fait le choix de l'option ou pas lorsque l'entrepreneur franchit la barrière? Non, aujourd'hui, c'est quelque chose qui rentre dans le prix. Ça permet aussi à l'entrepreneur d'aller plus vite, d'avoir une précision. Au niveau du salarié, d'avoir quelque chose d'assez facile à faire. Tout est électronique, on verra tout à l'heure, on pourra en reparler, c'est pas si facile pour nos salariés. Mais il y a encore plein d'autres technologies. Aujourd'hui, on est capable, par exemple, de moduler par rapport à l'ensilage, par exemple, en fonction du taux de matière sèche qu'on va avoir, on va être capable de modifier la machine, les réglages de machine avec différents capteurs. Et quelque chose qui a fait fureur pour les puristes, quand je vais vous parler de Threadledge, par exemple, qui aujourd'hui, on en a énormément parlé, voilà, de ce système. C'est un système américain qui a été racheté au niveau brevet par classe, qui permet de faire une coupe d'ensilage qui, selon les études qui ont été faites, permet une meilleure rumination des vaches et permet une augmentation de rendement aussi laitier au niveau de la production laitière. Bon, c'est un système pour lequel vous me parliez d'un certain effet de mode. Alors, ça peut être un phénomène de mode. Pourquoi ? Il y a une vingtaine d'années, l'ensilage de maïs, voilà, il fallait que ce soit de la soupe pratiquement. Voilà. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, les préconisations, on serait plutôt sur des fibres beaucoup plus longues. Et le grain qu'il fallait juste attaquer autrefois, aujourd'hui, les préconisations, c'est de l'exploser. Donc ce système Threadledge permet justement d'exploser le grain et de faire des fibres beaucoup plus longues. Par contre, c'est un certain coût. Ce système Threadledge, ça vaut un peu d'argent. Voilà. Ok. Merci. Vous aurez l'occasion de nous redonner d'autres exemples au cours de la discussion. Je passe la parole à Nathalie Ostiou. Donc, vous avez travaillé plutôt dans le champ des productions animales. Je vous laisse présenter vos travaux et nous illustrer la réalité du numérique en élevage aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation et la participation à cette table ronde. Alors, je travaille à l'INRA dans une unité de recherche à Clermont-Ferrand qui s'appelle Territoire. Et au sein de mes activités de recherche, depuis 3-4 ans, se pose la question avec des collègues des chambres d'agriculture, de l'Institut d'élevage et du centre agronomique de recherche en Wallonie, en Belgique, les impacts que ces nouvelles technologies peuvent ou pourraient avoir sur le métier d'éleveurs. Alors en fait, la question s'est posée initialement parce que souvent c'était le fait de pouvoir réduire le temps de travail qui était présenté aussi bien dans des fiches techniques que par des équipementiers. Et nous, on voulait avoir le point de vue des agriculteurs, ce qu'il en était réellement, ce que ça pouvait changer dans leur temps de travail, dans leur organisation, dans leur métier, dans le fait est-ce que ça pouvait rendre ou non le métier plus attractif, et également dans le rapport aux animaux. Alors pour cela, on a mené une première étude qui était plutôt basée sur la bibliothèque scientifique, mais également professionnelle, parce qu'il y a 3-4 ans, on parlait beaucoup des modifications et des capteurs d'un point de vue technique, mais peu d'un point de vue social. Donc on s'est basé beaucoup sur de la presse professionnelle, parce qu'il y avait pas mal de témoignages d'agriculteurs. Et en 2015 et 2016, on a mené 2 études auprès d'une part d'éleveurs
en Auvergne, en éleveur dans 3 filières, en bovin laitier, porc et volaille, pour voir les modifications et transformations de l'organisation du travail et du métier. Et l'année dernière, on a réalisé une étude, cette fois-ci en Bretagne, toujours auprès d'éleveurs de lait, de porc et de volaille, sur les changements dans leur métier, dans leur rapport aux animaux. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous avez observé dans nos exploitations? Donc, déjà, d'une part, on a tenu à prendre en compte une diversité d'équipements. Alors, j'avais une diapositive, je ne sais pas si on peut la présenter. C'est la photo avec la vache? La photo avec la vache, oui. Celle-ci, on y reviendra tout à l'heure dans la discussion. Ouais. Donc, il y a une photo avec une vache, je voulais vous présenter un peu, nous, ce que c'était en fait pour nous le numérique. Voilà. Donc, on parle d'élevage de précision, nous, on considère que ça va être l'ensemble des capteurs qui vont permettre de récolter des données, de changement de stade physiologique, sanitaire, etc. Ces capteurs peuvent prendre des formes très différentes. Ça peut être des colliers posés au niveau du cou des animaux, à l'arrière au niveau de la queue des animaux, sur les pattes. Ça peut être également des sondes ou des bolus. Alors je vous rassure, la vache équipée comme ça n'existe pas forcément dans la nature. Là, c'est pour vous présenter la diversité de capteurs existants et également de paramètres sanitaires, alimentaires, physiologiques, de production qu'on peut, entre guillemets, mesurer sur ces animaux. En fait, ces capteurs vont être associés à des nouvelles technologies de l'information et de la communication, du Wi-Fi, qui vont transformer ces données sous forme d'alarmes, d'alertes, d'informations qui sont transmises à l'éleveur sur ses smartphones ou sur ordinateur. Juste la diapo suivante, s'il vous plaît, pour illustrer un petit peu mieux ce qu'on entend. Donc voilà, nous, on a enquêté des éleveurs auprès de 3 filières, donc, qui étaient équipés avec ou non, de différents capteurs avec ou non automatisme. Donc il y avait notamment des robots de traite en vache laitière, qui est relativement courant. Ce qui a été dit ce matin, c'est à peu près une nouvelle installation de traite sur 2 est un robot. Des perspectives montreraient que d'ici 20 à 30 ans, plus de 50% des éleveurs seraient équipés de robots de traite. On a également pris en élevage laitier des détecteurs de chaleur et de vélage. En porc, on s'est plutôt concentré sur les changements liés à l'alimentation, dont des DAC ou des selfie-feeders. Le selfie-feeder, très brièvement, c'est un distributeur automatique de concentré, mais ce qui change par rapport à un DAC, c'est le système de circulation des animaux. Et en volaille, on a pris en compte des pesants automatiques et des systèmes de gestion des bâtiments et des ambiances. Ce qu'on a pu montrer, c'est tout d'abord les motivations à l'installation de ces équipements ne sont pas les mêmes. Chez les éleveurs laitiers, donc le robot notamment était lié à un choix, notamment suite à une modification du collectif de travail, notamment par exemple départ en retraite des parents, et c'est posé pour les éleveurs restants sur la ferme le choix de l'automatisation ou le choix du salariat. Des éleveurs nous ont dit clairement qu'ils ne souhaitaient pas forcément travailler avec des salariés et ont plutôt fait le choix de l'automatisation et du robot. Les modifications, en tout cas l'adoption de ces équipements dans les 2 autres filières sont un petit peu différentes. En porc, c'est notamment le fait qu'il y ait des modifications des réglementations européennes sur le bien-être animal, avec le passage des truies gestantes en cage individuelle, en cage collective. Et donc ça a été aussi l'occasion pour les éleveurs de modifier leur système d'alimentation et de s'occuper de DAC. Les pesants automatiques, ça a été fortement impulsé par les groupements de producteurs pour que les éleveurs aient une estimation le plus juste possible du poids des volailles à l'abattage. Jusqu'à présent, avant d'utiliser ces pesants automatiques, les éleveurs pesaient manuellement, de manière plus ou moins régulière, un ensemble de volailles. Donc ça, c'est pour faire un petit point sur les motivations. Des fois, le choix de l'équipement n'est pas forcément un choix initial de l'éleveur, peut être impulsé par des filières. Vous me disiez également que les équipementiers mettaient beaucoup en avant le gain en durée de travail pour motiver l'achat, et que finalement le feedback des éleveurs qui adoptent une nouvelle technique, c'est pas toujours ça qu'ils mettent en avant. Ouais. Alors effectivement, c'est vrai qu'on voit pas mal de plaquettes pour la vente de ces équipements. C'est le gain de temps qui est mis en avant. Alors le gain de temps déjà est parfois on peut l'estimer. Quand en fait, le gain de temps est objectivable quand c'est couplé à l'automatisation. Un robot de traite ferait gagner entre 20 à 30% du temps quotidien à des éleveurs. Cependant, le gain de temps est aussi de ces nouvelles technologies. Et il y a une transformation du travail qui peut passer d'un travail un peu physique, la traite, à un travail de décision, de gestion, d'observation des données.
Donc ce gain de temps est parfois difficile à objectiver, parce que moi, si on vous posait la question combien de temps vous prenez par jour à observer ou à décider, c'est pas évident à savoir. Je pense que les éleveurs, c'est un petit peu pareil. Il peut y avoir aussi des utilisations très différentes de ces gains de temps potentiellement obtenus par l'utilisation de ces nouveaux équipements. Certains vont dire, c'est des cas d'éleveurs laitiers en Bretagne, ont passé plus de temps avec la famille les soirs ou les week-ends. D'autres vont réinvestir le temps passé pour agrandir la production, notamment avoir plus de vaches laitières, plus de porcs. Et d'autres vont plutôt essayer de développer d'autres ateliers ou d'autres activités sur l'exploitation agricole. Nous, après, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que les éleveurs seront surtout très sensibles, au-delà du gain de temps, à la flexibilité, à la souplesse permise dans le travail. Parce que ces nouvelles technologies permettent justement, d'une part, finalement d'être plutôt à des horaires qui leur conviendraient mieux sur l'exploitation. Le cas le plus emblématique, c'est le robot de traite. Le robot réalise, entre guillemets, lui-même la traite, même s'il y a une présence forte de l'éleveur qui doit continuer à travailler et à travailler avec ses animaux au plus près. Les éleveurs nous ont dit qu'ils peuvent justement passer un peu plus de temps le matin avec la famille ou un peu plus de temps le soir, ou ne pas arrêter des activités, par exemple des travaux dans les champs à 4 heures, pour pouvoir aller à la place de traire les vaches. Donc ils avaient une certaine flexibilité dans le travail. C'était vraiment ça qui était mis en avant. Sur les autres dimensions du travail, je pense qu'on y reviendra au cours de la table ronde. Très bien. Merci. Alors je vais vous poser une question à vous trois, et pour vous laisser respirer, je passerai la parole à Monsieur Retière pour commencer. Dans quelle mesure vous trouvez, vous ressentez, vous évaluez que le numérique transforme les métiers du chef d'entreprise au salarié, qu'il ne faut pas oublier? Comment le numérique transforme le quotidien de nos éleveurs, de nos maraîchers, qualifie ou disqualifie le travail, change les champs de compétences aussi? Ouais, alors je l'avais déjà un peu expliqué tout à l'heure. Je pense que dans la façon d'appréhender notre métier, puisque je suis de la génération où j'ai commencé à travailler avec mes mains, et aujourd'hui je continue de travailler avec mes mains, plus sur le clavier que dans les champs. Ça nous a changé la pénibilité et le regard sur nos métiers. Ça nous donne forcément une difficulté accrue, je trouve, aujourd'hui, à être connecté en permanence, humainement. Parce qu'on sait que la donnée change. Quand on est simplement dans l'échange avec une autre personne, ça ne pose pas de problème. Là, on sait que la donnée change en permanence. Donc on a une volonté accrue à aller voir la donnée et à l'interpréter et à la gérer. Le monde idyllique où tous les logiciels interpréteront tout ça, il n'est pas arrivé pour demain matin. Et donc on a été obligé de s'adapter à ça. Et c'est aussi dans les jeunes générations que l'on reçoit, qui sont normalement plus adaptées à ça. Ils ont ce côté parcellaire que nous n'avons pas. Je m'explique. Ils ont une vision très globale. Nous avons, une vision très globale et très large dans notre métier. Ceux qui sont très dépendants de ces nouveaux objets connectés et de cette façon de gérer les choses ont une vision uniquement parcellaire. Ils ont du mal à s'en écarter. On prend une donnée, on la gère, on a fini, on passe à une autre. Et ça, c'est la petite capacité de l'humain qui fera que, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que la question de la montée en compétences devra tenir compte de cette transversalité dans les métiers. Et ça change énormément, puisqu'on accueille beaucoup de gens bien formés, qui arrivent de l'ESA, des ingénieurs, etc. Et ce qu'on essaie de leur transmettre, c'est ça. Ayez un regard global. Et ça change dans notre métier aujourd'hui. Très bien. Est-ce que, Freddy, vous voyez la même chose dans le monde des entrepreneurs? Il y a aussi la même chose, mais pour pouvoir comparer, autrefois, quand on n'avait pas de smartphone, de téléphone, lorsqu'un agriculteur avait besoin d'un entrepreneur, comment ça se passait? Il se déplaçait, il allait chez l'entrepreneur, il rentrait à la maison, il buvait un café, on dit voilà, j'ai tel et tel travaux à faire, voilà, et c'était programmé. Et qu'aujourd'hui, avec les téléphones, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est un appel, voire 2 appels, et il suffit que le lendemain, voilà, que la météo prévoit un temps pluvieux, tout de suite, l'agriculteur il rappelle, c'est quand tu viens, voilà. Donc il y a une forme de pression qui peut arriver, le fait d'utiliser aussi des téléphones aujourd'hui. Juste un complément. Je suis stupéfait depuis le début des interventions de chacun de voir les tweets passer en permanence, où globalement dans les contenus, ça tombe bien, c'est Lydie qui parle là, donc c'est parfait. Ça ne nous apporte pas grand-chose au débat au moment où on en discute là.
Ça ne nous apporte rien dans notre échange de réflexion. Moi, ça m'appauvrit un petit peu, voilà. Ça m'appauvrit un petit peu, parce que je me dis que ceux qui nous entendent aujourd'hui, là, qui sont dans la salle, qui regardent les tweets en permanence, ont perdu, même si ce qu'on raconte n'est pas intéressant, ont perdu une partie de ce qu'on a raconté et ne vont pas se créer leur propre réflexion. Et ça me gêne un peu. Donc Voilà. on va faire l'hypothèse que les personnes qui tweetent ne sont pas dans cette salle. Donc ils n'ont rien à dire. Mais que vous qui êtes ici, on vous invite à tweeter. Non, mais je pense qu'à ce moment-là, imaginons la connexion un peu plus lointaine, on n'aura plus besoin de vous, on sera plus là, on ne fera que tweeter. Je ne sais pas ce qu'on en ressortira, mais c'est à peu près révélateur de là où nous en sommes aujourd'hui. On pourrait avoir des hologrammes aussi, on pourrait être directement Il y en a dans notre bureau et puis Moi, se projeter en hologramme. J'en connais un qui l'a fait, ça n'a pas porté de chance. Madame Oustiou, sur la transformation des métiers. Vous... Ouais, alors c'est pas le même micro. Je sais pas s'il semble un peu bizarre. Oui. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, effectivement, il y a une modification dans le contenu du travail des éleveurs, notamment avec des nouvelles tâches qui vont apparaître. C'est-à-dire qu'il y a un travail un peu plus physique de traite, par exemple, qui peut être remplacé par des tâches de suivi des données, d'interprétation des données. On estime à peu près qu'un agriculteur passerait, alors là, c'est pas une moyenne, enfin, c'est une moyenne, mais sur un échantillon relativement faible d'exploitation, donc à prendre avec des pincettes, à peu près 45 minutes par jour devant un ordinateur. Donc, et en même temps, il y a des tâches qui vont disparaître, l'agriculteur, en tout cas l'éleveur dans ce cas-ci, ne va plus réaliser, notamment de traite, de certaines observations aussi des animaux. Donc on peut potentiellement imaginer une perte d'autonomie des agriculteurs aussi sur une partie donc, de ces nouvelles, de nouvelles tâches qui vont apparaître, et notamment liées à l'entretien ou à la maintenance de ces équipements. On va faire appel à des techniciens qui vont venir réparer les robots, venir réparer les différents équipements, que l'agriculteur n'a plus forcément moyen d'agir, et que même la perte d'autonomie peut être technique, mais peut être également décisionnelle, parce que finalement, on peut avoir des populations d'agricoles qui vont regarder l'alerte ou l'information donnée par le capteur ou le robot et ne plus décider ou plus observer par eux-mêmes. J'aimerais vous entendre sur, parce qu'on l'effleure, la question, c'est la baisse de la charge physique du travail permise par le numérique, la robotisation. Mais est-ce que forcément ça s'accompagne d'une hausse de la charge mentale liée au travail? Et est-ce que tous le vivent de la même manière, cette hausse de charge mentale que l'on pressent, quoi? Vous avez effleuré la question du droit à la déconnexion. Freddy, vous m'en aviez parlé également. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, je suis pas un hyper connecté, mais enfin, j'essaye de suivre un peu l'évolution de tout ça. Sur mon smartphone, j'avais mes deux adresses mail. Forcément, voilà, et je me rendais compte qu'à un moment donné, on avait une dispersion dans nos échanges, puisqu'on arrivait. Là, c'est pareil, j'en ai vu plein avec leur smartphone sans arrêt là. Et je pense que le moment du recul qu'on a nécessairement quand je suis à mon bureau et que je regarde sur un 17 pouces mon mail, les pièces qui sont jointes, je prends de la distance. Alors quand je l'ai sur le double écran, c'est encore formidable. Donc ça veut dire que la technologie peut nous aider, mais on est en capacité de prendre le temps et la distance de l'analyse. Quand j'ouvre un mail sur un smartphone, je l'ai lu, mais j'ai rien vu. Je crois avoir participé dans cet échange-là à quelque chose qui m'a enrichi. Zéro. J'ai supprimé mes adresses mail sur mon smartphone. Je suis plus emmerdé. Je vous le dis. Mais par contre, je pense que je passe plus de temps. Moi, je passe plus au moins 2 ou 3 heures tous les jours sur mon PC à faire de l'analyse, à faire de la réponse, à construire, à faire du constructif, à regarder ce qui se passe dans mes serres, à pouvoir échanger avec mes collaborateurs pour faire évoluer les choses, que si je l'ai sur le smartphone, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Voilà. D'accord. Alors peut-être que je peux compléter en fait, non? Ça va dans ce... Ah si. Je suis sous le coup de des déclarations. Chez les agriculteurs, en fait, le rapport à la charge mentale est assez différent et assez finalement lié à l'individu. On a des éleveurs qui nous ont dit que concrètement, ça leur permettait de réduire le stress, parce que les capteurs, notamment par exemple de détecteurs de vélage, enfin de chaleur,
permettait d'anticiper l'événement, et sur des événements parfois qui sont peu visibles à l'œil nu. Concrètement, la vache laitière Primostein a un fort potentiel pour la production de lait, mais est beaucoup moins... la visibilité ou la lisibilité de ces chaleurs l'est d'autant moins. Donc certains agriculteurs sont confrontés à une difficulté de repérer les chaleurs des vaches laitières. Et le fait d'avoir des capteurs de détecteurs de chaleur leur permet de se libérer d'un certain stress. En contrepartie, on a du stress généré chez des agriculteurs pour différentes raisons. J'avais une diapositive, mais je ne sais pas si on peut la montrer, c'est pas grave. On a tous parlé d'une augmentation en fait, du flot de données. C'est-à-dire un robot traite peut générer des dizaines, des centaines d'informations par jour. Il faut savoir qu'il y a une étude en Hollande qui a montré que seulement 3% des informations d'un robot seraient mobilisées par l'éleveur. Je ne dis pas qu'il l'utilise pour prendre sa décision, qu'il agit, mais mobiliserait par... donc c'est une diapo, encore la suivante. C'était juste pour donner un petit clin d'œil. Voilà. On peut avoir ce genre de situation, des éleveurs qui se sentent un peu dépassés par la quantité d'informations. Vous l'avez dit aussi, c'est le fait que ces données vont générer des alertes et des alarmes sur notamment de smartphones qui peuvent interrompre et venir à tout moment du jour et de la nuit, même si on a des agriculteurs, comme vous l'avez dit, qui vont justement supprimer ces alarmes pour ne pas déranger à certains moments. Et deux autres points que je voulais souligner rapidement, c'est des fois ça génère un sentiment de dépendance à la ferme. C'est-à-dire on a des éleveurs qui ont exprimé le fait qu'ils ne se sentent plus déconnectés parce qu'ils sont tout le temps en réunion, ici, en réunion à Paris ou ailleurs, sont toujours reliés à la ferme. Il n'y a plus ce moment de se dire je peux me penser à autre chose. Un quatrième point que je voulais dire, parce qu'on l'a peu évoqué, c'est qu'on a des retours en arrière. On a des éleveurs notamment équipés de robots traite qui vont arrêter le robot, qu'ils aient choisi eux-mêmes au moment de leur installation ou qu'ils aient eu quand ils se sont installés sur l'exploitation du fait du risque accru de panne et donc de non-capacité à pouvoir réparer les pannes eux-mêmes et du stress généré. Donc l'outil non plus n'est pas qu'idyllique. Il y a des situations où ça peut générer beaucoup de stress, voire même un arrêt et un déséquipement chez certains éleveurs. Merci. Freddy Baudin, j'ai bien compris que la charge mentale chez les entrepreneurs, c'était avant tout le smartphone, mais on peut imaginer des choses qui, vous m'avez dit, n'existaient pas aujourd'hui, mais avoir la flotte de matériel et de tracteurs notamment qui soit tracée, comme chez les routiers, chez les ambulanciers et éventuellement l'entrepreneur qui puisse surveiller à distance l'ensemble de son parc et donc de ses salariés. Alors, on en est loin, on n'est pas loin de cette réalité, et est-ce qu'il y a une autre part de charge mentale au-delà du smartphone ? Alors, déjà, le smartphone, c'est un outil aujourd'hui indispensable pour les entrepreneurs. Donc à la fois pour avoir un téléphone, parce qu'en pleine saison, un entrepreneur peut passer entre 80 et 100 heures en période de battage au téléphone sur un mois. Donc c'est quand même déjà beaucoup de temps. Ensuite, on va rajouter du data, 50 gigas de data, parce qu'il y a Facebook. Il faut alimenter le Facebook de l'entreprise avec des vidéos, avec des photos, des travaux qui sont en train de se passer. Quelques chiffres qui peuvent être intéressants. Aujourd'hui, 100% des entrepreneurs ont un mail chez nos adhérents, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. 20%, entre 20 et 30% ont une page Facebook. Et 5% sont sur Twitter. Ça commence. Voilà. Eh ben, dites-moi, ils sont hyper connectés, vos entrepreneurs. Oui, parce qu'on essaye d'utiliser les outils. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir un site internet, un entrepreneur va plutôt se tourner vers une page Facebook. D'accord. Je me posais la question, vous écoutant, finalement, est-ce que vous y avez un petit peu répondu, mais toutes ces solutions numériques éloignent ou rapprochent le producteur, le salarié, du vivant, des plantes ou des animaux. Alors je m'explique. On a de plus en plus d'informations sur la plante, et même les capteurs, ils sont sous la feuille quasiment. Hein. Ils sont sur la vache, hein, on l'a vu. Mais est-ce que finalement, regarder la plante et l'animal au travers d'un écran, ça nous rapproche ou ça nous éloigne ? On en sait plus, mais est-ce que finalement, on en valorise pas moins ? Notre relation au vivant, notre qualité d'observation et quelque part le risque de perte de compétences qui va avec. Dans l'évolution de mon métier, le temps passé à l'observation de la plante et au jugement que je pouvais en faire pour obtenir une production de qualité dans un temps défini à 70 jours, 80 jours, ce temps-là, c'était l'essentiel de ce qu'il allait être les éléments de la réussite. Aujourd'hui, on y passe beaucoup moins de temps.
On en revient toujours au fait que dans l'analyse de l'ensemble des données, il faut avoir cette fameuse vision transversale. Et je passe mon temps auprès de mes collaborateurs aujourd'hui à leur dire, allez toucher les plantes. D'abord parce qu'un capteur, ça peut tomber en panne. Tomber en panne, c'est pas grave, on le sait. Dévier, c'est plus grave. Ah oui. On fait référence aujourd'hui à des précisions dans la donnée, dans le conseil, dans les échanges qu'on peut avoir entre nous sur, par exemple, une donnée climatique à 0,2 degrés près, avec des capteurs qui dérivent à 0,7, 0,8. C'est-à-dire qu'on est en train de discuter de bout de chandelle, où on va mettre, on va tweeter, on va s'envoyer des SMS, des emails, et faire des réunions à n'en plus finir à 0,2 degrés près, et personne ne sait si on parle de la même chose à 3 points différents, parce que la variation des données est extrême. Donc on fait une confiance, il y a une tendance à la confiance absolue du capteur, de l'analyse des données et de sa transcription. Je vous parlais tout à l'heure de modèles qui sont créés pour mesurer la croissance des plantes, le taux de matière sèche potentiel dans la journée en fonction d'une dizaine de paramètres différents qui sont intégrés dans la serre. Moi, je suis désolé, à un moment donné, quand on me dit par un modèle mathématique le taux de matière sèche que j'ai fait, je ne le crois pas, celui-là. Celui-là, c'est un modèle mathématique. Je peux faire un autre modèle mathématique qui me dira l'inverse. Je pense qu'il y a beaucoup d'espérance, et puis c'est peut-être le côté start-upper qui se passe un peu plus loin, là, où il faut être très vigilant. On est en train de faire croire à une société du numérique que toute la vie va devenir exceptionnelle grâce au numérique. Donc, on a tellement d'espérance qu'on va mettre en marché des choses qui ne fonctionneront pas tout de suite. C'est peut-être un regard à 50 ans, mais ce n'est pas un regard immédiat. Donc le changement, par rapport à la question que vous me posiez, le changement, c'est l'assurance que toutes les nouvelles technologies, on s'en accapare, bien sûr, il ne faut pas être contre, il faut être même moteur. Par contre, il faut garder ce qu'on appelle la main dedans, quoi. Il faut continuer à toucher les choses. Et c'est là qu'il faudra être très vigilant dans l'équilibre. Madame Ostiou, vous m'avez aussi évoqué des éleveurs qui craignaient de prendre distance avec l'animal. Oui, en fait, quand on a mené l'étude, là, c'était plus spécifiquement en Bretagne, on partait un peu de l'hypothèse que ce qui est souvent ce qu'on entend finalement, que le numérique ou les nouvelles technologies peuvent éloigner l'éleveur de ses animaux. Et finalement, comme beaucoup d'éleveurs nous ont dit que ça les rapprochait. Dans le sens où ils trouvaient qu'avec ces nouvelles technologies, ils avaient des relations plus sereines. Enfin, les animaux étaient plus sereins. Eux-mêmes pouvaient aller voir leurs animaux à des moments qu'ils jugeaient plus opportuns. Ils ont comme tous dit globalement que ça modifie le type d'observation, ou en tout cas le moment des observations des animaux. Concrètement, la première tâche que la plupart font le matin, c'est d'aller voir l'ordinateur et les données. Ils vont voir les animaux après. Sauf qu'on a enquêté quelques couples et on a senti une petite divergence. Alors c'est sur un nombre restreint, donc je ne fais pas de généralité, entre les hommes et les femmes. Les femmes agricultrices nous ont dit qu'elles commençaient par aller voir les animaux et après leurs ordinateurs. Et réclamaient des fois auprès de leur mari qui passait un peu trop de temps devant les données. Pour introduire une autre information aussi, on a eu des profils relativement différents des éleveurs, entre certains qui confiaient, entre guillemets, dans la donnée issue du capteur sans aller voir leurs animaux. D'autres, au contraire, qui d'abord observaient les animaux, leur comportement. Est-ce que l'animal était en phase de chaleur ou avec un comportement sanitaire un peu étrange, et que ces observations, dans un deuxième temps, étaient confirmées ou non par la production de données. On a senti aussi chez les éleveurs des processus d'apprentissage, avec des éleveurs qui, au fur et à mesure, utilisaient de plus en plus et intégraient de plus en plus de données pour prendre les décisions, en couplant avec les observations faites sur les animaux. Et au contraire, certains qui réduisaient au fur et à mesure du temps les données les données qu'ils observaient et issues des capteurs, pour ne retirer que celles qu'ils jugeaient, eux, principales. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Un robot de traite produit une quantité d'informations. Il y a seulement 3% d'informations issues de ces capteurs qui seraient analysées ou mobilisées par l'éleveur. Ça veut dire qu'il y a 97% qui ne l'est pas, ce qui est énorme aussi. Merci. Freddy, un bon chauffeur, il écoute le moteur pour savoir comment il tourne. Pas toujours. Justement. Pas toujours. Alors, j'ai beaucoup parlé des entrepreneurs. On va parler un petit peu des utilisateurs. Donc ça peut être des conducteurs d'engins d'ETA, mais aussi ça peut être des gens qui travaillent en ferme. Alors je vais vous demander de mettre une petite illustration pour étayer mes propos.
Alors là, il faut revenir au diaporama, à peu près au milieu. La 3e diapo. Ah, voilà, celle-ci. Celle-ci, parfait. Alors, j'ai repris, c'est des visuels que j'ai vus sur Facebook, notamment sur un groupe qui s'appelle Tractopix, voilà, où on retrouve beaucoup d'utilisateurs de tracteurs. Et aujourd'hui, au lieu de sortir le manuel, ben voilà, qu'est-ce qu'il va faire, un jeune? Et voilà, il va mettre un post sur Tractopix. Alors, à des fois, il va entourer en rouge ou en violet et dire voilà, il y a la manette, là, je sais qu'est-ce qui se passe. Il y a un voyant qui s'allume, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un petit peu rigolo de lire les commentaires. Il y en a qui vont dire t'as qu'à lire le manuel, t'as qu'à changer de marque de tracteur. C'est votre commentaire, ça, t'as qu'à lire le manuel? Non, je suis tombé par hasard parce qu'il y en a toutes les semaines des exemples comme ça. En règle générale, on ne commande pas ce genre de poste. Tout ça pour dire, tout simplement aujourd'hui, sur la photo que vous avez là où on a entouré la manette, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, il y a tellement de boutons que le gars en tournant, il a bougé un bouton et puis ça a déclenché un voyant. Mais il n'avait pas vu qu'il avait tourné le bouton. Donc c'est vrai qu'en commentaire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui a dit ça m'est arrivé, bon, il a eu la solution. Mais la plupart du temps, ils peuvent aussi avoir des solutions qui sont mauvaises. Voilà. Je mets toujours en garde sur toutes les réponses qu'il peut y avoir. L'idéal, c'est il suffit de sortir le manuel. Dans le manuel, vous avez un état de tous les voyants. Et puis il suffit de dire voilà, tel voyant, c'est tel problème. Ce que vous voulez dire, il y a un risque de perte de bon sens. Un petit peu de bon sens, parce que il ne faut pas se fier aussi à tout ce qui se dit sur le net. Voilà. Une autre question, la digitalisation de nos activités professionnelles, est-ce que c'est un facteur d'attrait? Comment vous le ressentez pour le renouvellement de l'image des métiers, pour notamment des jeunes porteurs de projets ou des salariés? Et quels enjeux en matière de formation des entrepreneurs et des salariés? Alors vous l'avez évoqué un petit peu. Vous en avez parlé, Monsieur Retière. Si vous voulez, vous reviendrez après, Madame Ostiou, si vous avez quelque chose à ajouter. Alors déjà, est-ce que c'est un facteur d'attrait? Les éleurs qu'on a rencontrés nous ont dit oui, parce que ces nouvelles technologies, notamment les robotisations associées à des capteurs, peut motiver des jeunes à s'installer. On a eu le cas d'exploitation où le fils, après quelques années de travail à l'extérieur de la ferme, finalement est revenu s'installer sur l'exploitation des parents, notamment avec l'acquisition d'un robot traite. C'est-à-dire qu'une certaine image moderne et peut-être du métier, des fois d'être un petit peu moins en décalage aussi avec le reste de la société. On a enquêté aussi des jeunes en formation agricole en France et en Belgique, justement sur ce qu'ils pensaient de ces nouvelles technologies. Et on était un peu surpris, parce que moi, mon idée, c'était que tous les jeunes disaient c'est super, c'est génial, c'est ça qui nous fait aller vers l'agriculture. Et en fait, non. Il y a une partie des jeunes, effectivement, qui nous ont exprimé le fait que ces nouvelles technologies, le numérique est un atout, un attrait pour le métier. Et d'autres, au contraire, ont mis en avant l'attrait avant tout du travail et du contact avec les animaux. Et que le numérique pouvait être un frein, justement, au fait de développer leur métier d'agriculteur. Les éleveurs, en tout cas, aussi nous ont dit, et ça rejoint ce qui a été dit autour de cette table aussi, qu'il faut garder une distance nécessaire avec les outils. Et c'est que l'œil de l'éleveur reste quand même central et que les outils ne décident pas tout. Et il faut vraiment garder cette prise de recul, cette distance vis-à-vis des outils. Et je pense que c'est aussi ça qui est aussi nécessaire dans la formation, qu'elle soit des futurs agriculteurs, mais également des conseillers, des vétérinaires ou également des salariés qui peuvent travailler sur ces fermes. Dans ce sens, vous faites vraiment écho à l'intervention de M. Retière sur cette nécessaire prise de recul, d'approche globale. Monsieur Bodin, en termes de formation, je me dis que ça doit être quand même un petit peu plus compliqué aujourd'hui de devenir chauffeur. Moi, j'ai jeté l'éponge. J'en suis plus capable aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire. C'est vrai qu'il y a une évolution qui peut poser souci à des moments. Alors, on va faire un petit peu d'historique, j'aime bien remonter dans le passé. Tous les entrepreneurs me disent que la référence, c'est ce qu'on appelait à l'époque le BEPA-CEMA. Donc, il y a 20 ans il y a encore une trentaine d'années. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a 7-8 ans, on était sur du bac pro.
Et aujourd'hui, on est plutôt sur des profils BTS. Alors pour exercer le même métier de Pour exercer le même conduite métier. d'engins agricoles. Voilà. Il y a quand même une baisse donc des niveaux. Voilà, il y a eu la réforme du bac pro qui a passé le bac pro en 3 ans, donc on a perdu une année. Les machines, elles sont de plus en plus complexes. Voilà, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on n'est plus forcément en phase avec ce qu'il y a comme formation en place. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, en bac pro, vous avez 2 types de bac pro qui peuvent nous concerner. Vous avez le bac pro agroéquipement et le bac pro maintenance. Le bac pro maintenance, lui, va être un petit peu trop pour les concessions. Et le bac pro agroéquipement, un petit peu trop pour des exploitations céréalières ou des grosses exploitations agricoles. Et aujourd'hui, voilà, on souhaiterait avoir quelque chose d'un petit peu plus. Vous auriez besoin d'un mix. Alors justement, on travaille énormément depuis 1 an et demi maintenant à créer notre propre CQP, voilà, qui tient compte de l'évolution technologique aussi du matériel. C'est-à-dire, autrefois, quand on était conducteur d'engin, il suffisait d'avoir un tournevis et un marteau, et puis de savoir tourner un volant. Et aujourd'hui, non seulement il faut savoir tourner volant, quoique avec les systèmes d'autoguidage et tout ce qu'on a aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus besoin de tourner le volant. Par contre, il y a besoin de comprendre et de programmer les différents ordinateurs qu'il y a à l'intérieur. Et ça ne demande pas les mêmes compétences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va plutôt embaucher sur du bac pro, voire du BTS. Ça commence à peu près à la moitié. C'est moitié-moitié aujourd'hui. C'était plutôt 20-80 il y a 2-3 ans. Et ce qui est plus important, et sur l'effet que je veux insister, c'est la formation continue. Aujourd'hui, un salarié dans une ETA a une formation pratiquement tous les ans. Je vais vous donner un exemple concret. Vous prenez un combi-pack en rembaneuse Macal. Entre le Macal Fusion et le Fusion Plus, il y a 2 ans. Mais ça nécessite une demi-journée de formation des conducteurs aux évolutions. Pourquoi ? Parce qu'il y a des évolutions technologiques, les capteurs ne sont pas forcément au même endroit, il y a un volet sécurité aussi à donner, parce que les combis presse en rembaneuse, c'est très dangereux, ça demande d'avoir de l'expérience. On a eu malheureusement des accidents et des décès sur ce type de matériel où les personnes ont trop fait confiance aux capteurs. C'est beaucoup les fabricants de matériel, les concessionnaires qui assurent aujourd'hui la formation continue des chauffeurs. Oui, la formation continue sur l'aspect technique, machinisme et explication c'est des démonstrateurs, on appelle ça, qui viennent de la marque et qui présentent sur une demi-journée ou une journée voilà, les évolutions et comment on utilise la machine. Et un petit volet sécurité, mais au sens de la Fédération régionale des entrepreneurs, il manque vraiment toujours un petit coup sécurité. Et notamment, nous, on met en place tous les ans une réunion sécurité. On analyse les accidents qu'il y a eu et pour éviter qu'ils se reproduisent, voilà, on forme les salariés. Et il y a attention à tel ou tel danger par rapport à tel ou tel type de machine. Je vais vous laisser la parole avec cette question. C'est est-ce qu'il n'y a pas un risque de fracture numérique ? Alors pas de fracture d'accès sur les territoires, mais de fracture de compétences, c'est-à-dire avec des anciens ou des jeunes qu'on laisserait au bord de la route parce qu'ils n'ont pas su monter dans le wagon, tout comme à certaines époques, certains n'ont pas su passer à l'ordinateur. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on a un tournant où c'est vrai qu'il y a une certaine époque où on envoyait dans le monde agricole, travailler dans les fermes, mais des jeunes qui avaient peu de moyens ou beaucoup moins que les autres. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin quand même de salariés qui réfléchissent, qui sont capables d'analyser une situation. Donc les formations sont en train de se muter. C'est pour ça que nous, on crée un CQP. Et je vais vous donner un exemple concret. C'est pas moi. Je vais citer la personne qui a donné ça à une table ronde il y a 2 ans à l'Assemblée générale des entrepreneurs de Vendée, qui s'appelle Nathalie Gostelin, qui est conseillère régionale, qui donnait comme exemple, disons, d'évolution de formation que les formations n'ont pas suivi, c'est le métier de plâtrier. Le métier de plâtrier, voilà, on fait un CAP et après on fait une mention complémentaire, plaquiste. Et aujourd'hui, quand on regarde sur le terrain, qu'est-ce que les gens utilisent que du placo. Donc on est exactement dans la même situation. Aujourd'hui, on a des formations qui commencent à
plus forcément répondre. C'est pour ça qu'on travaille et qu'on va mettre en place une formation spécifique. Vous avez des exemples de salariés qui, à plus de 50 ans, ne sont plus en capacité de piloter certains matériels? Oui, j'ai eu le cas il y a 2-3 mois. Un salarié qui a 57-8 ans qui dit non, moi je refuse d'utiliser ton ensileuse là que tu viens d'acheter. Je comprends rien à tous ces boutons et c'est pas à 58 ans que je vais me mettre à apprendre tous ces boutons. Autrefois, c'était bien plus simple. Il y avait 2-3 mallettes à tourner et puis ça fonctionnait. Donc c'est vrai que l'évolution technologique peut poser des soucis. Et aussi, ça peut poser des soucis aussi aux plus jeunes. Oui, qui pensent, là, vous avez une photo. Ouais, qui pensent. Là, on a une diapo. Qui pensent que utiliser des nouvelles technologies, c'est très facile. Et on peut se permettre, je ne sais pas si vous voyez la photo. Voilà, on peut se permettre d'être ultra connecté. Ouais, d'être ultra connecté, c'est-à-dire d'installer dans le tracteur une tablette avec une clé 4G pour regarder les Jeux Olympiques. Mais il n'est pas à l'arrêt, là. Et il n'est pas à l'arrêt, il est sur la route. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise aussi sur Facebook, il y a 2-3 ans. Je dis, ça, c'est une illustration, un jour, ça me servira. Donc, vous voyez, 2 ans après, je vous la présente. Et je voulais souligner, c'est le danger, c'est que les jeunes aujourd'hui, ils font tellement confiance à la technologie que voilà, on peut installer une télé, on peut se filmer en roulant aussi pour faire un direct live sur Facebook. Bon, le tracteur, il a aussi besoin qu'on tienne le volant et qu'on surveille aussi ce qu'il y a autour. Madame Ostiou, vous me disiez... Ah pardon, allez-y. Juste pour compléter cette diapo aussi, on vit dans le maraîchage un attrait particulier pour le métier, non pas par la question des nouvelles technologies et du numérique, mais plus par la question de la poésie du métier et du végétal. C'est-à-dire que des gens qui sont saturés du numérique dans d'autres filières, des banquiers, tout ce que vous voulez, arrivent, en toute méconnaissance bien sûr, et avec parfois des grosses déceptions, arrivent dans nos métiers, mais plus par la vision du végétal et de ce qu'il leur apporte en termes sociologiques. C'est-à-dire l'idée de la naturalité des métiers, etc. Donc ça, c'est attrayant, et c'est pas le numérique qui les fait venir. Donc je pense qu'il faut qu'on ait cette réflexion-là, où ceux qui seront attirés dans nos métiers, il faudra que ça soit a priori d'abord par la passion, mais par le cœur du métier. Dans le végétal, c'est la physiologie végétale et pas par autre chose. Il faut avoir cet esprit de la croissance de la plante, une vraie connaissance du fonctionnement de la plante, vivre et respirer comme une plante. Et après, l'ensemble des technologies qui sont autour nous amènent à faire encore mieux. Et c'est pour ça que j'ose espérer qu'on n'aura jamais l'attrait du métier par les technologies embarquées. D'accord. Les racines du métier, si j'ose dire. Madame Ostiou, vous disiez également que c'était pas toujours, attention aux clichés, c'était pas toujours les jeunes qui étaient les plus à l'aise avec les nouvelles technologies. Oui, c'est ce qu'a dit Monsieur Philippe Retière, c'est qu'on peut avoir l'image d'un jeune qui envoie un texto, des textos, une rapidité, une dextérité qui est assez impressionnante. Et en même temps, c'est pas forcément, comment dire, ça reflète pas non plus une capacité à analyser des données. Je partage entièrement ce que vous disiez, c'est pas avoir une vision assez parcellaire. On gère une donnée et après une donnée, il n'y a pas forcément une vision globale du système. Un point que je voulais rajouter sur la fracture numérique, moi je répondrais oui. Elle peut s'observer au niveau des collectifs de travail dans les exploitations agricoles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne, un éleveur en charge de la gestion de l'outil, de la maintenance de l'outil, de l'analyse des données de l'outil dans un collectif de travail. Ce qui fait que cette personne peut difficilement s'absenter de l'exploitation agricole, voire les autres travailleurs se sentir un peu dépossédés d'une partie du métier, du travail avec les animaux. L'autre point, on peut aussi avoir un risque de fracture territoriale de l'accès au numérique. Il n'est pas partout en France. On peut traverser des zones où il n'y a pas le Wi-Fi. Ce qui fait que peut-être que ça va s'améliorer. Je pense que toutes les régions ont volonté de mettre de la 4G partout, mais ce n'est pas encore le cas. Ce qui fait qu'il y a certains systèmes d'élevage où l'accès au Wi-Fi et le partage des données peut être un petit peu difficile que d'autres. Et je rejoins ce que vous disiez aussi sur la diversité des systèmes de production. C'est vrai qu'on a une diversité de systèmes agricoles et d'élevage et de maraîchage et culturaux en France. Il y a peut-être encore un lien assez fort qui est fait actuellement entre la production de ces nouveaux outils et certains modèles et certaines formes agricoles,
qui s'orientent vers une recherche accrue de la compétitivité, de la productivité du travail, vers des formes d'agrandissement des troupeaux, des surfaces. Et il y a d'autres formes agricoles, notamment si on parle de systèmes plus agroécologiques, basés sur une recherche vers plus d'autonomie et plus d'autonomie décisionnelle, financière, alimentaire pour les animaux, qui sont peut-être encore à ce jour moins une source en tout cas d'innovation technique et technologique, mais c'est peut-être un secteur aussi qui a des demandes et sera peut-être des techniques et des capteurs et des robots particuliers à développer pour ce type de système. Merci. Monsieur Guérin, je vous ai laissé tranquille pendant un petit moment. En écoutant vos collègues de table ronde, est-ce que vous voyez une spécificité du monde agricole dans sa relation au numérique? Ou est-ce que les témoignages et avis font écho avec ce que vous avez pu observer, par exemple dans les armées? Alors vous avez vu, on a une vache, c'est quasiment le soldat du futur. Mais vous avez été surpris par ce que vous venez d'entendre ou... Non, pas du tout en fait. Ce que je constate, c'est déjà la mutation rapide. Ça, c'est la première chose. Le côté aussi assez magique, tout le moins la fascination qu'on a pour la technologie. Ça serait la deuxième chose. La troisième chose, ce que je trouve intéressante, c'est aussi les circulations qu'il y a entre zootechnie et anthropotechnie, ce qu'on appelle le quantify self ou la quantification de soi. On quantifie le vivant de plus en plus, les machines. Voilà. Je trouve ça assez intéressant. La transformation du travail aussi qui est à l'œuvre. Donc, pression psychologique, liée notamment au flux de données permanentes. Ça, je trouvais ça intéressant. La persistance aussi anthropologique, la nécessité de toucher. Ça, je trouvais ça touchant. Non, mais c'est cette persistance. Et j'ai vu ça ailleurs aussi, que pour capter effectivement de nouveaux étudiants, c'est pas le numérique en fait qui fascine les gens. Et il faut parler du métier tel qu'il est, je sais pas, en tout cas imaginer, voilà, le rapport au vivant, c'est ça qui capte l'attention des gens. Et puis il y avait aussi quelque chose qui n'a pas été soulevé, et c'était quelque chose qui avait été lancé tout à l'heure par Philippe Rottière, c'est la question des données, la question de la propriété plus exactement. Et tout à l'heure on parlait de l'usure, la capacité à avoir en temps réel l'usure en fait des pièces d'une machine. Et si en fait les assurances s'emparaient de ces données, on voit tout de suite en fait la responsabilité en fait de l'agriculteur, voilà, de ne pas avoir changé sa pièce à temps, etc. Donc c'est un exemple, mais où on parlait tout à l'heure de ces fermiers américains qui sont obligés de hacker leurs machines parce que les données sont verrouillées et eux, ils sont au travail, ils ont besoin de réparer. Et il y a un délai incroyable en fait. Donc ils utilisent en fait des crackers ukrainiens ou polonais pour se réapproprier en fait leur outil, quoi. Donc voilà, c'est juste une question. Oui, effectivement, ça, on voit bien que le plus de numérique engendre des effets inverses, quoi, un peu de réaction avec du vers moins numérique, effectivement. Allez, une dernière question avant d'échanger avec vous dans la salle. Je vais vous demander, Monsieur Rottière, de vous projeter à 15-20 ans. Je serai à la retraite. Non, mais non. Toujours aussi connecté, mais à la retraite. Quelle évolution vous pressentez pour votre métier? Qu'est-ce que la machine, l'ordinateur, l'automate ou le robot apporteront encore, remplaceront ou ne remplaceront jamais? Alors, vous avez un petit peu commencé à répondre, mais... 15 ans au moins. Allez, ouais, je vous fais 15 ans. Je pense que alors ça sera le coût d'approche des technologies qui sera limitant, mais je pense qu'on ne peut rien se refuser en termes d'imagination. Voilà. On est sur des systèmes totalement autonomes, notamment sur les serres chez nous. Il reste des tâches importantes à effectuer manuellement, mais qui ont diminué en pénibilité. Et mon futur assez proche, il est plus dans le développement de la montée en compétences de mon personnel pour
faire la transition entre ce qui nous est offert en termes d'outillage, c'est-à-dire les capteurs, le traitement de l'information, la multiplication des informations qui rentrent dans des modèles mathématiques qui ne sont pas forcément justes. Et là, j'insiste bien, c'est pas parce qu'on confie à quelqu'un l'idée de faire un modèle mathématique qui va être juste à la finale, ça dépend de l'objectif qu'on veut se fixer. Et aujourd'hui, moi, je constate que beaucoup de modèles mathématiques qui intègrent 10 à 15 données vont vers d'une certitude, mais qui n'est pas ce vers quoi je veux emmener ma plante. Donc voilà, ça me gêne beaucoup et j'ai un peu moins la main. Donc c'est pour ça que j'essaye de m'en libérer de temps en temps. Et donc la montée en compétence du personnel, ça veut dire que c'est la réponse de tout à l'heure, c'est que quelqu'un qui ramassera une tomate chez moi, il faudra qu'il ait un BTS, parce qu'il ne fera pas que ça. Il sera l'œil sur la plante, il sera la main, il sera le lien direct avec sa hiérarchie pour l'informer que là, il faut agir tout de suite, c'est maintenant. Parce que le drone qui se promène au centimètre près, il ne regarde pas encore sous la feuille, il ne voit pas tout. Et donc les capteurs n'existent pas tous. La vision permet de voir des différentiels de couleurs, etc., qui permettent d'adapter un petit peu et de faire des gains de productivité. Je pense que là, on sera demain dans la frappe chirurgicale sur la question des pathogènes. Le risque majeur, quelle que soit l'évolution dans nos métiers, en conventionnel, en bio, c'est le dérapage sanitaire. L'assurance récolte, c'est l'efficience de nos métiers. C'est-à-dire qu'on travaille pour produire et on produit bien, beaucoup et dans de bonnes conditions. Ça, c'est l'objectif. Si on a un dérapage sanitaire intermédiaire, parce que la société nous réclame aujourd'hui des méthodes de production plutôt très, très respectueuses en termes de santé humaine et environnementale, le moindre dérapage sanitaire, je crois que si on avait un vrai débat là-dessus, c'est l'enjeu de demain où le numérique devrait pouvoir y répondre. Si on a cette assurance-là, on est bon. C'est-à-dire qu'on arrivera à tout faire. C'est-à-dire que, pour parler un peu plus clair, un champignon qui se développe chez moi sur une feuille quelque part, demain matin, il faut que je le sache. Que j'aille intervenir tout de suite. Enfin, j'envoie le robot le faire. Parce que quand je ne l'ai pas vu, c'est une tâche, demain c'est 10, après-demain c'est 100 mètres carrés, et puis après je ne maîtrise plus la situation et on en arrive à des conditions de production qui ne sont pas les bonnes. Donc ça c'est l'enjeu, pour moi, du numérique très très rapidement. La qualité des capteurs et ce qu'on en fait. Voilà. Merci. Alors là, demain, la main qui ramasse la tomate aura un BTS. Je pense qu'on tient un tweet. Je ne sais pas si quelqu'un l'a posté. Madame Mostiou. Ça existe déjà. La robotique, aujourd'hui, pour aller cueillir une tomate, elle existe déjà. Elle est du ressort de la recherche et du développement. Pour effeuiller des tomates, ça existe déjà. On n'est pas rendu dans des modèles applicables économiquement. Mais ça existe déjà. Et après, qu'est-ce qu'on en fera ? Alors, je pense que sur les secteurs en élevage, en fait, les recherches, qu'elles soient publiques ou privées, pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux capteurs, sont très actives. Je ne vais pas vous faire le listing de tout ce qui pourrait émerger ou apparaître d'ici 10-15 ans, parce que ça pourrait être assez long, notamment des détections des toux chez les porcs et les volailles, l'utilisation de la vidéo pour identifier, enfin en tout cas qualifier, quantifier les notes d'état corporel des vaches laitières, etc., etc. En élevage, je pense qu'on n'est pas encore peut-être comme en maraîchage où il y a des automates qui vont réaliser à la place de l'éleveur l'intégralité des tâches. Ça peut être en devenir, notamment on peut imaginer avec les détecteurs des chaleurs que les animaux, en fait, le vétérinaire soit directement appelé entre guillemets par le capteur ou par la donnée par l'ordinateur sans passer par l'éleveur. Je pense qu'il va y avoir une diversité de formes et d'inclusion en fait, du numérique dans les exploitations. On peut bien aussi imaginer en élevage qu'on ait des fermes un peu sur les modèles qui se développent au Japon pour la production de salades où il y a quasiment plus de travailleurs. Et puis il y a des formes qui vont utiliser le numérique sur certaines parties de l'activité, identifier un problème sanitaire, mais sans aller vers une inclusion, en tout cas, ou une intégration de nouvelles technologies sur l'ensemble des activités de l'exploitation, mais bien sûr un secteur particulier qui peut poser problème. Merci. Freddy, est-ce que le métier de chauffeur va être amené à disparaître après ce qu'on a vu ? Je ne pense pas. Tout simplement, je pense que l'évolution du prix du matériel
va permettre de... Plus ça sera cher, plus on pourra garder nos salariés. Pourquoi? Parce que les investissements ne se feront pas forcément. Je vous donne un exemple. Depuis 5 ans, les tracteurs, ils ont pris 10 000 € tous les ans. À ce rythme-là, dans 15 ans, ça va poser souci. Hein. Et c'est vrai que le CAS, il est joli, hein, que je vous le montrais tout à l'heure. Je ne connais pas le prix, hein, parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir de savoir combien ça coûte, mais c'est probablement pas donné. Pourquoi? Parce que toute la technologie du monde agricole se fait en vente sur des unités restreintes. Ce n'est pas comme dans le monde de l'automobile, par exemple, où lorsque vous allez mettre en place une nouvelle technologie, vous vendez tellement de voitures que le prix que vous demandez en plus, il est minime. Dans le monde agricole, dès qu'on fait du développement, de la recherche pour apporter une nouvelle technologie, et ça fait exploser les coûts, le coût du matériel. Et je terminerai sur l'histoire du CAS. Pour moi, il y a un problème juridique en France pour pouvoir rouler avec ce type de matériel. C'est qui est responsable. On n'a pas de conducteur, il appartient éventuellement à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'un peu que ce qu'on voyait tout à l'heure, les Google Cars, des choses comme ça, aujourd'hui, le développement est freiné parce qu'on a un problème de responsabilité d'un point de vue juridique en droit français. Merci. Je vous invite maintenant à poser vos questions, à réagir, témoigner d'une expérience personnelle ou marquer votre contentement ou mécontentement. 2 micros peuvent circuler. Et puis, les personnes autour de moi pourront elles-mêmes répondre ou vous êtes aussi vos propres questionneurs et répondants. Une main au centre. Bien, merci à vous pour ces exposés. J'avais une question à poser à Nathalie Ostiou. Vous avez finalement montré des différences de perception assez importantes entre les éleveurs. Et ma question portait sur leur profil, c'est-à-dire est-ce que vous avez pu, par ailleurs, récolter des informations pour distinguer des profils différents entre ceux qui, par exemple, considèrent que certains outils, notamment des capteurs de vélage, permettent d'anticiper, ou alors au contraire que c'est facteur de stress? En fait, on n'a pas été jusqu'à l'identification des profils à ce stade-là, parce qu'on est sur des petits échantillons d'exploitants enquêtés. On a une 30aine par terrain, c'est-à-dire Bretagne, et 30 en Auvergne. Donc on a essayé plutôt de montrer qu'il y avait une diversité qui est très liée à l'individu, en fait, qui est liée à son contexte de production, est-ce qu'il travaille seul ou à plusieurs, qui peut lier aussi potentiellement à des facteurs âge, à sa représentation du métier, à ses motivations pour le métier, donc notamment le rapport aux animaux, à ses aspirations, ce qui a été cité ce matin en termes de temps libre, mais également en termes de pénibilité ou de rapport à la société, en se disant, considérant que son métier ou non était en décalage avec le reste de la société notamment. Donc on n'a pas identifié des profils, mais plutôt essayé de montrer qu'on avait des facteurs internes à l'individu qui pouvaient expliquer que l'appropriation de ces outils pouvait se faire de manière plus ou moins simple et répondre plus ou moins à des attentes. Une petite difficulté, je pense, que dans notre étude, c'est qu'on n'a pas été enquêter d'éleveurs qui ont arrêté les outils. Je vous ai parlé des arrêts de traite ou de robots de traite. C'est des études qui ont été menées par la Chambre d'agriculture en Bretagne, de mémoire. Nous, on ne l'a pas fait. Donc, je pense que ça peut être une perspective, c'est d'aller voir des éleveurs qui ont eu un retour sur l'équipement, qui se sont équipés à un moment donné et qui ont arrêté tout ou partie des équipements pour essayer de comprendre un peu les limites et les raisons de ces choix. Merci. Un message, les journalistes sont invités à rejoindre la conférence de presse. Alors, une autre question devant ? Bonjour. Donc moi, ma question, c'était est-ce que les personnes qui, justement, ne prennent pas le pas des nouvelles technologies, la domotique, l'électronique, est-ce que ces gens-là, on les a enquêtés et pourquoi est-ce qu'ils ne passent pas le pas? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est le coût? Est-ce que c'est le peur de manque de compétences? On en a parlé.
moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'est-ce qu'il leur faut, ces gens-là, pour qu'ils passent le pas. Monsieur Retière, est-ce que vous voyez au sein de votre famille des tendances? Ce que l'on voit pour le risque de ne pas prendre le pas de ces nouvelles technologies, c'est souvent que c'est les technologies elles-mêmes qui ne sont pas adaptées à leur outil. C'est-à-dire que soit la technologie n'existe pas du tout, elle n'est pas mature, alors qu'on a une communication globale, avant que les journalistes s'en aillent, c'est bon de le savoir, on a une communication globale comme si le monde connecté existait de partout et qu'il n'y a que les agriculteurs qui ne s'en seraient pas emparés. La technologie n'est pas si évoluée que ça pour qu'on puisse se l'approprier. Donc et le vivant, alors je pense que le propre du vivant, c'est long. Avoir une certitude sur le vivant à partir d'une technologie, c'est à mon avis faire la première erreur et aller à l'échec. Il faut quasiment 7, 8, 10 ans de retour dans du vivant, sans compter le développement technologique, qui là, lui, peut demander quasiment autant, mais son application en exploitation, le vivant, c'est complexe. C'est beaucoup plus complexe que de décréter que ça a marché une fois, ça marchera toujours. Donc je pense que le retard ou la non-appropriation par certains des nouvelles technologies peut venir de ce frein-là en disant ça existe, on est toujours à peu près répartis dans le monde entre les précurseurs, les suiveurs et puis ceux qui font jamais rien, mais qui ont tendance plutôt à disparaître, donc ça draine quand même plutôt vers le haut. Les précurseurs s'accaparent facilement ces outils-là, vont à des échecs aussi, mais s'en relèvent, parce qu'ils sont promoteurs de tout. Et puis les suiveurs, ils observent pendant 3-4 ans comment ça se passe, puis après ils y vont. Il y a peu de... c'est par rapport à ce que je disais, c'est assez vrai sur les gens qui connaissent toutes ces technologies-là et qui viennent, par exemple, dans nos productions végétales, avec un regard extérieur et surtout par rejet de ces nouvelles technologies. La vision très poétique du végétal, sympathique. Mais ça existe malheureusement quand même assez souvent. Les exploitations chez nous ne refusent pas la technologie. C'est que soit elle est mature, soit elle ne l'est pas. Puis après, c'est une question économique. Ça m'amène une question. Est-ce que vous pensez que les développeurs de nouvelles technologies se préoccupent assez tôt en amont de l'usager? C'est-à-dire ils mettent vraiment le producteur, l'agriculteur au centre de leur innovation, ou est-ce que trop souvent ça nous arrive un peu comme une feuille morte et c'est pas adapté? Je pense que c'est d'abord avant tout pour moi un problème médiatique et politique. C'est-à-dire qu'on a encensé tellement la question du numérique et de la transition comme si on était un peu ringard et qu'on ne s'en préoccupait pas, que c'est devenu un élément majeur de notre société. Et nous, on a toujours l'impression de courir après. Et ceux qui sont les développeurs du moment, on le vend en poupe, forcément, pour être start-upper, avec 80% d'abandon des projets, 20% qui vont peut-être faire quelque chose dans 10 ans. Mais globalement, je pense qu'on ne s'approprie pas suffisamment le besoin professionnel pour faire du développement. Ça devrait être les professionnels qui devraient piloter les projets des développeurs. Voilà. Freddy ? Oui, juste un petit complément. Beaucoup d'entrepreneurs sont devenus un jour constructeurs. J'ai une dizaine d'exemples en France de gens qui ont commencé comme entrepreneurs et ne trouvant pas la machine sur le terrain qu'il avait besoin par rapport à une problématique de client, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fabriqué. Il l'a fabriqué, il a déposé un brevet. Et aujourd'hui, il vend, il y en a une dizaine comme ça en France. Notamment, il y a M. Bon en Alsace. C'est lui qui a créé le récupérateur de menu paille. À la base, c'est un entrepreneur. Et il y a plein d'autres exemples comme ça en France où un entrepreneur, lorsqu'il ne trouve pas de solution à la problématique qu'il a, il crée la machine. Et c'est peut-être finalement une bonne chose. Une bonne chose. Allez, 2 dernières questions. On va les prendre en salve. 2 questions. Ici, oui. Vous êtes dans mon hors-champ de vue. Merci. Merci pour toutes ces interventions très passionnantes. Moi, j'avais une question qui consiste à mettre en relation, d'une certaine façon, la complexité du vivant par rapport à ces outils technologiques qui sont des outils de mesure. Et en fait, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre cette complexité et ces éléments de mesure à travers les données pour justement proposer une interprétation sur ce qui se passe dans la réalité, étant donné, encore une fois, la complexité du vivant? Donc,
Ça renvoie, je pense, à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, mais je pense que c'est le développement des neurones qui va faire la différence. C'est-à-dire que c'est les générations qui arrivent qui vont devoir intégrer ces doubles facettes entre l'acquisition de données, son traitement, est-ce que j'accepte qu'il soit traité de manière collective et jusqu'à quel endroit, et puis la capacité intellectuelle d'avoir une vision transversale que le numérique n'offrira pas. Enfin, de mon point de vue, il n'offrira pas complètement. Et donc, c'est quand même là où il faut replacer l'intelligence humaine dans cet ensemble de données, quoi, et le conserver. Un complément, ce que j'ai pas dit, en élevage, en fait, on va se focaliser sur les animaux, entre guillemets, qui ont un problème. C'est-à-dire la vache, un problème, c'est pas forcément négatif, hein, mais la vache qui va véler, la vache qui a un problème sanitaire, c'est-à-dire que le numérique peut aussi réduire la complexité, c'est-à-dire que l'agriculteur n'ait plus la vision d'ensemble de l'ensemble des animaux de son troupeau, mais de se focaliser sur les animaux qui, à un stade de leur vie, vont avoir un problème sanitaire, alimentaire, etc. Donc il y a aussi la complexité peut se faire du fait de la multitude de données, de la capacité à les analyser, à les traiter, tout en gardant l'observation et le lien, le rapport aux vivants, aux animaux, aux végétales. Mais en même temps, la complexité avec ces nouveaux outils peut être réduite parce que finalement, on veut se focaliser peut-être sur certaines plantes ou sur certains animaux d'un troupeau. Et on n'a plus la vision potentiellement globale. Merci. Nous allons terminer. Il est 12h45. Je donnerai le mot de la fin à Vincent Guérin, façon grand témoin, nous dire si... son impression. J'imaginais tout à l'heure en fait le robot ramasseur de tomates avec un BTS, non, pour faire lien avec la superintelligence tout à l'heure, le fantasme de l'intelligence artificielle générale, enfin voilà. Et non, ce qui apparaît aussi, c'est intéressant, c'est qu'on maintenant on est aux prises avec une multitude de données. Et en fait, on en arrive assez facilement à se dire, au final, est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter l'individu justement pour qu'il puisse analyser, qu'il ait la capacité d'analyser en fait toutes les données disponibles. Et on voit bien que dans l'équation, c'est toujours l'humain qui va devenir un peu la faiblesse dans le dispositif. Et on voit ça dans le champ militaire, en tout cas, on observe ça déjà. Et c'est une problématique intéressante. L'exploitant augmenté pour l'année prochaine. Bon, nous terminerons sur l'exploitant augmenté. Et je tiens vraiment à tous vous remercier autour de cette table et aussi dans l'assistance. Merci. Et la suite du programme, ça doit être le déjeuner, il me semble. Merci à tous. Alors, juste un petit mot.